Bonsoir et bienvenue au Jeudi du Programme, votre émission hebdomadaire où on se pose sur une question particulière, on s'arrête et on réfléchit pendant 1h30 avec des invités. Vous le savez, depuis 2008, 35 lois ont été votées en France à propos du Code du travail. Donc des lois qui concernent les salariés en emploi ainsi que les travailleurs qui sont privés d'emploi. Cet ensemble de lois a échoué sur à peu près tous les plans, si ce n'est qu'elle a réussi à mettre une pagaille indescriptible en vigueur en France, maintenant d'une entreprise à une autre. La manière dont on travaille, les conditions dans lesquelles ça s'exerce, les droits qu'on a peuvent varier de manière tout à fait extraordinaire. Pour discuter de cette guerre qui a été enclenchée il y a maintenant quelques décennies et qui s'est accentuée sous le régime d'Emmanuel Macron, nous avons plusieurs invités avec nous ce soir. Mathieu Grégoire, tu es sociologue à l'Université de Paris-Nanterre, membre de l'Institut européen du salariat et tu fais partie des spécialistes des questions de protection sociale et d'assurance chômage en particulier. Avec nous également ce soir Valérie Labattu, donc secrétaire nationale au syndicat CGT-TEFP, qui est donc le syndicat, la branche de la CGT qui est consacrée à la défense et à la représentation des salariés travail, emploi et formation professionnelle. Premier syndicat aussi des agents de l'inspection du travail et des différents services déconcentrés qui œuvrent au ministère du Travail. Adrien Quatennens. Bonsoir. Député insoumis de la première circonscription du Nord depuis 2017 et tu es membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, en plus d'être coordinateur de la France insoumise. On espère qu'elle parviendra également à nous rejoindre ce soir. Tiziri Kandi, salarié de la CGT HPE, hôtel de prestige et économique, qui a conduit de nombreuses luttes et qui a organisé dans de nombreux établissements des grèves, qui a animé des combats menés par les femmes de chambre pour faire reconnaître leurs droits et leurs conditions de travail. Elle est en retard car elle vient il y a quelques minutes de faire condamner un employeur pour escroquerie en bande organisée après avoir détourné des fonds de la formation professionnelle. Donc on souhaite bien sûr qu'elle et ses camarades puissent profiter de la réouverture des bars pour célébrer ça et on souhaite peut-être réussir à avoir sa présence d'ici la fin de la soirée. Vous le savez, cette émission est diffusée sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter et elle est organisée en 2 séquences. Une première où on va engager la discussion générale autour du sujet du soir, à savoir quels sont les ressorts de cette lutte que mène Macron vis-à-vis du salariat en France, et une seconde partie de l'émission où nous prendrons vos interrogations, vos questions, soit générales, soit dirigées à l'une ou l'autre des invités ce soir. Et sans plus tarder, on va ouvrir cette discussion avec l'objet même de ce qui nous réunit ce soir. À savoir, on a parlé de salariat. On dit Macron contre le salariat, mais de quoi s'agit-il exactement lorsqu'on parle... De quoi parle-t-on exactement avec le mot salariat en France, Valérie ? Alors, de l'existence même du salariat dépend en réalité la possibilité d'un droit du travail conçu comme dispositif normatif protecteur du travailleur. En effet, si le Code du travail existe, c'est d'abord et en premier lieu parce que la relation de travail est inégalitaire. Le salarié vend sa force de travail contre une rémunération. Donc, ce qui caractérise la relation de travail, c'est substantiellement le lien de subordination, qui est caractérisé, on y reviendra peut-être, par le triptyque pouvoir de commandement, de contrôle et de sanction. C'est important parce que ça veut dire que le salariat se définit davantage par ce lien de subordination que par le contrat de travail lui-même, qu'il soit écrit ou non écrit. On peut donc dire qu'historiquement, le Code du travail et les conventions collectives se sont construites pour rééquilibrer cette inégalité foncière et ontologique, pourrait-on dire. Voilà, donc on pourrait citer la phrase de Lacordaire qui dit qu'entre le fort et le faible, c'est une phrase qu'on entend souvent, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Donc c'est ça le sens de cette construction historique. Et dans ce cadre, puisque vous l'avez rappelé, je représente effectivement le syndicat qui syndique une majorité d'agents de contrôle de l'inspection du travail. Les inspecteurs du travail ont pour mission de veiller au respect du Code du travail et des conventions collectives dans l'objectif, bien évidemment, de la protection des droits des travailleurs, de leur santé et de leur sécurité. Alors, ce n'est pas anodin que l'inspection du travail, dans sa forme actuelle, le corps des inspecteurs du travail, soit né au moment de la première loi sur l'interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes dans les manufactures en 1892. Alors, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on a un régime de travail marqué par une baisse des coûts et une évaluation sociale intense. Donc, compte tenu de ce contexte, la protection des travailleurs est plus que jamais indispensable et nécessaire.
Or, vous l'avez dit, à quoi assiste-t-on au fil des lois depuis plusieurs dizaines d'années, j'y reviendrai, c'est un effritement progressif du socle des garanties collectives, du droit étatique, de cet ordre public social garanti par le Code du travail et les conventions collectives, pour s'en remettre finalement à quoi? Eh bien, à une force, un rapport de force nécessairement inégal, à cette fiction, pourrait-on dire égalitaire, qui laisserait penser que employeurs et salariés sont sur un pied d'égalité et qu'ils peuvent négocier favorablement pour l'un comme pour l'autre, de gré à gré, si j'ose dire. Alors, quelques exemples de cette situation et de cet effritement progressif des garanties collectives, principalement sous le quinquennat Macron, puisque c'est le thème de notre débat. Alors, dans le domaine des relations individuelles de travail, j'en citerai deux. D'abord, la barémisation des dommages d'intérêt pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse, qui permet finalement à l'employeur de faire quoi? De connaître le prix de la violation de la loi. Il sait combien il doit mettre au pot pour licencier un salarié, et ça lui donne finalement prévisibilité et sécurité. C'est ce que cherchait le patronat. On insiste ici donc à une inversion de la logique indemnitaire qui présidait à l'indemnisation judiciaire, à savoir compenser le préjudice causé aux salariés par un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par la privation d'emploi qui s'ensuit. Alors, donc on voit que ce barème ici ne protège pas le salarié, il incite plutôt à licencier. Deuxième exemple, la création du dispositif de rupture amiable du contrat de travail, qu'est la rupture conventionnelle collective. Donc c'est un nouveau mode de rupture autonome du contrat de travail qui fait suite à la création, vous savez déjà, du dispositif de rupture conventionnelle en 2008, mais qui, on va dire, est quand même, va un cran plus loin, pas plus loin, puisqu'il permet, là encore, de gré à gré, puisque le seul motif de la rupture, c'est le consentement des parties, de rompre le contrat de travail d'un salarié moyennant une somme d'argent à condition qu'un accord d'entreprise existe et le permette. Alors ça aussi, je dirais que ça répond à une demande du patronat, puisque ça permet finalement de procéder à des suppressions d'emplois quand même en masse, en s'affranchissant de l'obligation, par exemple, de mettre en place un PSE, en tout cas des règles collectives relatives au licenciement économique. Alors, dans le domaine des relations collectives de travail, les régressions sont également sans précédent. Donc, j'aborderai 3 points qui me semblent vraiment fondamentaux. Tout d'abord, la remise en cause du principe de faveur. Alors, vous allez me dire, c'est pas nouveau. Effectivement, c'est pas nouveau. Le droit du travail. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe de faveur? C'est un principe qui dit que les dispositions conventionnelles ne peuvent pas être moins favorables que la loi ou le règlement. Donc, ça crée là encore un socle de garantie collective intangible. Ça permet de constituer ce fameux ordre public social dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des règles impératives, non négociables, qui s'appliquent à tous les travailleurs. Or, progressivement, on a raboté, on va dire, ce socle, comme je l'ai dit, et on a remis en cause le principe de faveur, au point qu'aujourd'hui, finalement, il reste peu de domaines qui sont vraiment du ressort exclusif de la loi. Deuxième point, les ordonnances Macron donc, de septembre 2017 sont venues parachever l'inversion progressive des normes conventionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, il y avait dans la hiérarchie des normes un principe assez simple qui consistait à dire qu'on ne pouvait pas déroger en moins favorable par un accord d'entreprise, par exemple, à une convention de branche plus favorable. Eh bien, là encore, ce principe de hiérarchie des normes a été mis à mal. Alors vous allez me dire, encore une fois, ça ne date pas d'hier. Grosso modo, il faut remonter aux lois Auroux en 1982 pour voir les premières entorses, les premières logiques d'inversion de la hiérarchie des normes, avec les premières dérogations autorisées par la loi Auroux en matière de négociation annuelle sur les salaires. Puis on a eu la loi Fillon 1, la loi Fillon 2, la loi El Khomri en 2016, et enfin la loi Macron, les lois Macron qui finalement laissent une part résiduelle aux accords de branche, aux domaines finalement qui permettent des garanties vraiment minimales collectives pour les salariés. Par exemple, pour donner un exemple concret, la loi El Khomri permet aujourd'hui, par accord d'entreprise, une diminution de la rémunération des heures supplémentaires, jusqu'à 10% au lieu de 25%, comme le prévoit le Code du travail pour les 8 premières heures supplémentaires. Enfin, c'est le dernier point que j'aborderai, une convention collective d'entreprise, j'entends par là un accord d'entreprise, un accord de groupe, un accord d'établissement, peut imposer
aujourd'hui peut s'imposer au Code du travail, même s'il est moins favorable. Là encore, on doit cette évolution à Emmanuel Macron, qui a mis en place les accords de performance collective, les fameux accords compétitivité-emploi, qui permettent finalement d'imposer aux salariés des évolutions en matière de mobilité, de durée du travail, de rémunération, qui s'imposent au contrat de travail lorsque les clauses sont contraires ou incompatibles. Le salarié a en théorie le droit de refuser, mais alors ça constitue un motif de licenciement, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc on le voit là encore, finalement, qu'est-ce qui pose problème dans tout ça? C'est qu'on a fait des conventions collectives d'entreprise des outils de gestion et d'adaptation aux fluctuations du marché, alors qu'elles étaient initialement censées être la garantie de mesures normatives communes qui donnaient ce fameux socle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et alors, le problème, si vous voulez, quel est-il? C'est qu'on négocie au niveau où le rapport de force finalement est le moins favorable, à savoir au niveau de l'entreprise. Il a aussi le problème. C'est pas tellement qu'on donne une part à la négociation d'entreprise, voilà, dans la définition des garanties collectives. C'est plutôt qu'on va permettre ces négociations à l'endroit où le rapport de force est le moins favorable. Et on sait très bien que dans un contexte de crise et de chantage à l'emploi, le risque, c'est que les accords finalement ne soient en partie défavorables. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, ça favorise le dumping social au sein des branches d'activité, voilà, au détriment des travailleurs et d'une harmonisation par le haut des conditions de travail. Cette question du salariat, Mathieu, elle est centrale dans tes réflexions sur quoi tu travailles. Donc j'imagine que tu as un regard qui est sans doute convergent à plusieurs égards. Oui, convergent. Je pourrais compléter, commenter tout ce qui a été dit pendant des heures, parce que c'est effectivement passionnant, et il y a beaucoup de choses qui me paraissent extrêmement fortes dans ce que vous avez dit, en particulier la question sur quoi vous avez terminé, c'est-à-dire le lieu de la bataille, quoi. C'est-à-dire que pour moi, le salariat, c'est avant tout un rapport social. C'est un rapport social qui peut s'exprimer dans différents endroits, à différentes échelles. Vous avez d'abord commencé à parler de l'échelle du contrat de travail, du rapport entre un employeur et un salarié, qu'il faut rééquilibrer par un ensemble de règles, etc. Mais en fait, il y a aussi d'autres échelles. Vous avez parlé ensuite de la branche. C'est-à-dire là, il y a des collectifs qui se jouent. Et le salariat, c'est le rapport entre les salariés et les employeurs à l'échelle d'une branche, d'un secteur, etc. Où il y a des luttes collectives qui se jouent et des normes collectives qui se jouent. Et puis, il y a ce rapport salarial, il peut aussi être vu à d'autres échelles, à l'échelle nationale, à l'échelle interprofessionnelle, avec les grandes négociations sur le chômage, sur l'indemnisation du chômage, sur les retraites, etc. Et ça, c'est un élément essentiel. Je pense que c'est un élément d'émancipation du salariat essentiel, d'abord d'avoir plusieurs échelles, parce qu'il faut choisir le champ de bataille. Le choix du lieu de la bataille, il est essentiel. Vous avez dit, effectivement, j'abonde totalement dans votre sens, dire l'entreprise, c'est pas franchement le lieu le plus favorable pour les salariés, parce qu'une fois que l'usine ferme, une fois qu'on vous dit de toute façon c'est pas possible, on n'a pas les financements, les salariés ils ont que leurs yeux pour pleurer, ils peuvent nier l'évidence, mais en fait ils vont tous se retrouver au chômage et ils n'ont pas grand chose à faire. Mais il y a d'autres lieux de bataille sur lesquels il ne faut pas négliger, et en particulier effectivement, faire en sorte que les normes de l'emploi, l'institution de l'emploi, ils se négocient ailleurs que dans l'entreprise, ce qui est le jeu. Alors, je vous ai amené 2 livres. Un de Yvon Gattaz, parce que vous avez parlé des lois Auroux, donc c'est Yvon Gattaz, c'était le président du CNPF à l'époque de Mitterrand, des lois Auroux, etc. Et puis le dernier livre que je conseille évidemment à tout le monde, vraiment à tous les militants de la France Insoumise, le dernier livre de Pierre Gattaz qui vient de sortir. C'est une boussole extraordinaire. Vous voulez aller au sud, lui il vous présente le nord, donc c'est vraiment extrêmement intéressant de lire la voix du capital dans le texte, quoi, au lieu de l'inventer. Voilà. Donc, tout ça pour dire que eux, et Yvon Gattaz et Pierre Gattaz, pendant 40 ans, ils ont dit ce que vous dites, c'est-à-dire on veut
pouvoir négocier humainement avec nos salariés dans notre entreprise. On ne veut pas de syndicats, on ne veut pas de règles collectives, on ne veut pas de parlementaires qui viennent légiférer sur le droit du travail, on ne veut pas de convention collective, on veut un rapport humain entre le gentil patron et le salarié seul face à son... Voilà. C'est ça qu'ils veulent, c'est ce lieu de bataille-là qu'ils veulent eux. Et face à ça, alors voilà, il y a d'autres lieux de bataille. Moi, je pense qu'un des lieux de bataille qui serait formidable, ce serait ce que propose un peu Bernard Friot, c'est-à-dire un lieu où on centraliserait les salaires, c'est-à-dire d'une certaine manière une caisse de salaire où on aurait un vrai lieu de bataille sur définir en disant aux employeurs, écoutez, vous versez l'ensemble de votre cotisation à une caisse et en échange, on vous fournit les salariés. Mais nous, entre-temps, on va politiser, démocratiser la question de la répartition du salaire. On va nier le fait qu'il y a une proportion stricte, proportionnelle entre le temps de travail et le salaire, par exemple. Alors, on avait un truc à l'université à l'époque, c'était très simple, c'était les demi-postdataires. Donc on était à mi-temps, mais on était payé aux 3/4. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, qui pourrait être généralisé, de dire quelqu'un qui est à mi-temps, une caissière dans un supermarché qui fait des allers-retours débiles entre chez elle et son emploi, son entreprise, qui perd un temps insensé dans les transports, elle va travailler à mi-temps, elle va être à temps partiel pour avoir donné toute sa semaine finalement, être engagée toute sa semaine. Et on va lui donner strictement en lui disant ton temps de travail c'est à mi-temps par exemple. Alors qu'au fond, c'est absurde, on pourrait dès la première heure dire écoutez, voilà, un mi-temps ça mérite 75% du salaire ou des choses comme ça. On pourrait le faire si on avait un lieu pour ça. On n'a pas de lieu pour ça. Et donc je trouve intéressant la proposition de Bernard Friot de réfléchir à l'ensemble des salaires à l'échelle nationale, parce que ça politiserait ces questions-là qui ne sont pas aujourd'hui politisées. Alors il y a un lieu qui existe, qui est très fort, c'est l'assurance chômage. Alors d'abord, je voudrais peut-être, à part si le tunnel est un peu trop long, mais montrer quelques éléments, un graphique qui montre l'évolution de l'emploi. Mais alors du coup, vous le voyez, mais moi je le vois pas, c'est ça. Donc qui montre l'évolution de l'emploi depuis la fin des années 70. Donc sur le graphique, on voit, mais vous ne voyez pas non plus, l'évolution de l'emploi, du chômage et de l'inactivité depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Et ce qui est très intéressant dans ce graphique, la première chose qui saute aux yeux, c'est que l'emploi n'évolue pas de façon complémentaire avec le chômage. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur le graphique, c'est on voit le chômage qui se maintient très haut, notamment dans les années 80, 90, 2000, 2010, ça se maintient très haut, avec un emploi qui monte. Et ça, c'est quand même un truc qu'il faut comprendre. Quand Gattaz promet 1 million d'emplois, il faut voir qu'en note de bas de page, écrit tout petit, il y a écrit je ne vous promets pas 1 million de chômeurs en moins, je vous promets 1 million d'emplois. Et la naïveté qu'on peut avoir, parce que c'est devenu une espèce d'idée reçue que augmenter d'1 million d'emplois, c'est enlever 1 million de chômeurs, c'est une erreur grave. C'est une erreur très très grave parce que c'est absolument faux. Au moment où on a créé le plus d'emplois, c'est-à-dire pendant le quinquennat, je ne sais pas si on appelait ça un quinquennat à l'époque, mais Jospin, on n'a pas baissé le chômage d'autant d'emplois qu'on a créés, loin de là. Et d'ailleurs, j'avais fait un calcul assez rigolo. Si on prend le nombre de chômeurs en 1996, donc avant cette période, il y avait 3 millions de chômeurs. En 2013, quelques années plus tard, entre 1996 et 2013, on a créé 3 millions d'emplois. Alors naïvement, on pourrait faire une petite arithmétique en disant il y avait 3 millions de chômeurs, on a créé 3 millions d'emplois, super, il n'y a plus de chômeurs. Ben non, il y avait 3 millions de chômeurs en 2013 aussi. C'est-à-dire que ça n'avait pas bougé. Et pourquoi ça? Pour une raison simple, c'est qu'en fait, quand Gattaz promet 1 million d'emplois, il ne promet pas de mettre 1 million de chômeurs dans ces emplois. Il promet de mettre 1 million de retraités dans ces emplois. C'est-à-dire qu'en faisant reculer l'âge de la retraite, notamment, c'est ce qui massivement explique les choses, eh ben on poursuit un objectif qui s'éloigne. On poursuit un objectif qui s'éloigne parce qu'on crée des emplois à cause du chômage, au nom du chômage, au nom de cette lutte qui ravit d'ailleurs nos amis Gattaz.
Et puis, en fait, on accepte au nom de l'emploi plein de sacrifices. Et c'est les sacrifices dont vous avez parlé. C'est-à-dire, on casse l'institution de l'emploi, on casse les règles de l'emploi. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est des obstacles. Pour créer des emplois, il faut non seulement casser le code du travail, mais il faut aussi donner que nos impôts financent 100 milliards d'euros à M. Gattaz pour qu'il finance son million. Voilà. Donc il y a un jeu de chantage, qui est même un peu plus que du chantage, qui est permanent et à toutes les échelles de la part du patronat. Dans vos deux interventions, on a parlé notamment de la question du lieu de la bataille. C'est-à-dire que la bataille, elle se situe à différents endroits. Et on a ici un représentant d'une des luttes dans un de ces espaces, qui est l'espace parlementaire. Donc j'imagine, Adrien, que ces enjeux dont on parle, l'effritement des garanties collectives, c'est quelque chose que tu vois au jour le jour face aux macronistes. Bien sûr, et c'était surtout le premier acte d'Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir. C'est le premier texte, moi je me souviens, c'était mon premier discours à l'Assemblée, c'est le premier texte, et de ce point de vue, c'était une signature politique. C'est-à-dire qu'on sortait du quinquennat Hollande et de la loi El Khomri, qui a ouvert la voie à tout ça, par 49.3, et puis Macron arrive au pouvoir, et en quelque sorte, il met une cerise de plus sur le gâteau avec les ordonnances travail. Bon, Valérie Labattu l'a bien décrite, cette loi des ordonnances travail, c'est-à-dire fixer le montant d'un préjudice a priori par la barémisation des dommages et intérêts, c'est-à-dire en gros fixer le coût d'un licenciement abusif, tout simplement. Et puis aussi toute la déstructuration qui a fait que les syndicats étant organisés par branche, on a créé les conditions de rendre beaucoup plus difficile les luttes sociales, notamment pour l'emploi, comme on peut le voir à travers le pays. Mais tout ça participe d'une philosophie, en tout cas c'est comme ça que ça a été vendu. Il y a deux phrases, moi je me rappelais au bon souvenir de Madame Pénicaud, là, à cet instant, qui avait trouvé ces punchlines à elle pour définir ce que vous avez décrit, c'est-à-dire elle disait d'un côté on enlève des contraintes, on va donc libérer les énergies. Qu'est-ce qu'on a entendu libérer les énergies dans le débat sur le code du travail? Et puis après, il y a ce que Mathieu Grégoire a expliqué, c'est-à-dire ce fameux dialogue d'homme à homme entre le salarié et l'employeur. Alors le ou la salarié qui dialogue avec son patron et qui, bien évidemment, dans un rapport qui nie absolument ce que vous avez décrit, c'est-à-dire le lien de subordination et le caractère inégal de cette capacité à négocier, le dialogue social permettrait en effet de régler la situation. Moi, ce que je vois surtout, c'est que ça fait maintenant des décennies qu'on nous vend ces politiques de flexibilisation, de casse des droits des travailleurs, et on le justifie toujours en disant que ça va faire, en quelque sorte, augmenter l'activité, baisser le chômage, parce qu'on va justement fluidifier tout ça. Bon, en réalité, il n'y a aucune, et je pense que c'est l'affirmation qu'on peut faire à cet instant, il n'y a aucune corrélation entre le niveau du chômage, le niveau de l'emploi, et le contenu des droits des travailleurs. De la même manière qu'il n'y a pas de corrélation entre le niveau d'indemnisation du chômage et le niveau de chômage, tout simplement. D'ailleurs, dans ce pays, le niveau d'indemnité était au plus haut quand le chômage était au plus bas, parce que ça dépend d'abord et avant tout de la question des carnets de commandes, de l'activité et de ce qu'on fait. Donc, il faut dire aussi une chose, tu l'as dit dès l'introduction, Adrien, c'est l'inefficacité de ces politiques pour répondre aux enjeux, notamment d'emploi et d'activité. C'est strictement inefficace. Or, pour le moment, ce qu'ils font depuis des années, prétendument pour lutter contre le chômage et créer de l'activité, ça se résume finalement avec trois piliers. Un, ils diminuent les droits des travailleurs par tout ce qui a été décrit à l'instant, en disant ça va être plus facile, il y aura moins de freins à l'emploi, les employeurs vont moins hésiter. Deux, c'est les exonérations de cotisations sociales, donc là on en revient à l'assurance chômage. Et trois, c'est pour le coup là aussi l'argent du contribuable avec les baisses d'impôts de production massives, sans contrepartie, sans vision stratégique, et avec en plus tout le mouvement qu'on voit d'accaparement des richesses produites par le capital au détriment des salariés. Donc maintenant la méthode est d'autant plus claire qu'on en voit les résultats, c'est qu'on atteint des records. Enfin, j'en termine là, mais cette majorité sur le front social est la majorité de tous les records. La France, 6e puissance économique du monde, atteindra bientôt 12 millions de pauvres, 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, pour lesquelles le quotidien est extrêmement compliqué. Il y a 300 000 personnes à la rue, et depuis janvier 2021, il y a 7 millions d'inscrits à Pôle emploi. Donc c'est la majorité de tous les records. Donc acte 1 déjà, on peut au moins acter ça ensemble. On le savait déjà, mais ça fait du bien de le redire. C'est que toutes ces politiques-là sont strictement inefficaces sur le front de l'emploi et des conditions de travail. D'autant plus que là, tu as évoqué un mot-clé, c'est celui du dialogue social. Donc, on a une majorité qui nous parle de dialoguer, de négocier, de discuter, et qui a fait des réformes, notamment qui mettent à mal les représentants du personnel. Valérie. Alors, c'est peu de le dire, hein, en effet. Alors, là, encore une fois, les ordonnances travail ont
contribue à affaiblir le droit des représentants du personnel, mais dans un ordre de mesure vraiment terrible. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, on a créé une instance unique, le comité social et économique, qui fusionne les anciennes instances qui existaient dans les entreprises, les délégués du personnel, le comité d'entreprise, les CHSCT. Cette instance unique, la création de cette instance unique, a contribué finalement à réduire les droits dans la composition et la mise en place des instances. Je veux dire par là qu'il y a moins de délégués et moins d'heures de délégation. Les heures de délégation, ce sont les heures allouées aux représentants du personnel pour exercer leur mission. Ça a conduit également à une limitation des moyens des élus. Je citerai que quelques exemples, parce que la liste est très longue. Il y a moins de réunions. Avant, il y avait 12 réunions des délégués du personnel et autant 4 CHSCT, par exemple. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de réunions. On a également des moyens moindres en ce qui concerne le recours à l'expertise, puisqu'aujourd'hui, dans certains domaines, l'expertise doit être cofinancée par le budget de fonctionnement du CSE. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on s'en prend aux moyens financiers de l'instance. Quand on veut voter une expertise, par exemple, sur les orientations stratégiques de l'entreprise ou sur des projets de réorganisation, des projets importants, eh bien, il faut puiser dans son budget de fonctionnement à hauteur de 20%. Et ça, c'est un frein. Enfin, l'instance unique a contribué à limiter les attributions de l'instance elle-même. En gros, le CHSCT a disparu et les commissions santé-sécurité du CSE, qui sont, on va dire, un ersatz, pas l'ersatz du CHSCT, ne sont mises en place que dans les entreprises de plus de 300 salariés, sauf accord plus favorable ou demande de l'inspection du travail. On en vient ici à une situation qui est antérieure à la situation de 1982. Donc la logique de fusion des instances a contribué à éloigner les représentants du personnel du terrain. Elle a contribué à affaiblir les missions des élus du personnel dans le domaine de la santé, de la sécurité, de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. Elle a contribué également à une hypercentralisation de ces questions et à une perte de spécialisation des élus, qui ont finalement tellement de casquettes qu'ils ont du mal, quelque part, à traiter tous les sujets. Et il est fort à croire qu'à terme, ce seront les compétences économiques du CSE qui prendront le pas sur la question des conditions de travail. Alors, le fait qu'on s'en soit pris au CHSCT ne me semble pas anodin. En effet, il s'agit d'une instance qui avait vraiment un pouvoir important, qui s'était construit aussi à la faveur de la jurisprudence. Donc déjà, il y avait la possibilité de recourir à l'expertise, il y avait la possibilité de déclencher des droits d'alerte, le CHSCT avait un pouvoir d'enquête, il avait la personnalité morale, il pouvait ester en justice. Et comme les CHSCT s'étaient saisis de toutes ces prérogatives, eh bien, on avait des arrêts de jurisprudence qui étaient extrêmement intéressants. Je pense notamment à l'arrêt Snecma de mars 2008, lors duquel, finalement, pour la première fois, un juge a dit qu'il était possible de suspendre une organisation du travail lorsqu'elle est pathogène et qu'elle crée des risques pour la santé et la sécurité des salariés. C'est important parce que c'est un coup de canif porté au pouvoir de direction de l'employeur qui est vraiment le précaré. Donc voilà, là, on a des régressions majeures et qui vont avoir des conséquences vraisemblablement ravageuses sur les conditions de travail des salariés dans les entreprises. Alors, on parle des reculs en matière de conditions de travail des salariés en entreprise, mais il y a aussi des reculs en termes de conditions d'existence et de vie des salariés, des travailleurs sans emploi, Mathieu. Oui, du coup, où tu veux m'amener sur la réforme de l'assurance chômage. Ça s'est vu. Ça s'est un peu vu, mais c'est très bien. Tout à l'heure, on disait le salariat, c'est un rapport social. Effectivement, ça s'incarnait comment pour la gestion de l'assurance chômage? C'est incarné par le paritarisme, qui est loin d'être un système idéal, mais qui avait le mérite de mettre en face l'ensemble des employeurs, ceux qui représentent les employeurs, le MEDEF, etc., face à l'ensemble des salariés qui étaient représentés par leurs syndicats, leurs organisations, etc. Bon, et c'est eux qui déterminaient comment on allait indemniser les chômeurs. Alors, la première chose, effectivement, c'est que ce rapport social est contesté, disons, par le gouvernement. Il a été contesté d'abord par la loi de finances de la sécurité sociale pour 2018, qui a substitué la CSG à la cotisation salariale, en disant finalement ce rapport social, qui est incarné aussi par ces cotisations, chacun met une partie de son salaire dans un salaire collectif.
qui permet de financer les chômeurs. Et après tout, j'ai la main sur mon salaire individuel pour m'acheter ce que je veux, faire mon shopping, etc. Bah, collectivement, on pourrait imaginer que les salariés choisissent aussi démocratiquement comment ils destinent cet argent de leur cotisation, de leur salaire collectif. Bon. Alors, il faut le faire, le paritarisme, c'est de dire il faut partager la décision avec le MEDEF et avec des règles un petit peu spéciales, puisqu'il faut que le MEDEF soit toujours d'accord. Bon. Mais donc, c'est loin d'être le paritarisme, est loin d'être idéal. Mais il est contesté. Il a été contesté ensuite, donc, d'une part par la CSG, qui vient instituer un autre rapport social, c'est-à-dire un rapport social entre le contribuable et les assistés. C'est ça quand même qu'il faut dire. Il y a le contribuable qui va payer, sa CSG, qui en a marre de payer des impôts, et puis en face, il y a des assistés auxquels on va renier des droits, etc. Donc le rapport social est quand même nettement moins favorable que quand on a des salariés face à des patrons qui disent on veut protéger nos droits de salariés, etc. Bon, évidemment, ça n'a pas suffi. Il y a eu la loi Avenir professionnel, ou quelque chose comme ça, l'année d'après, qui a institué un système très compliqué de mise sous tutelle du dialogue social, avec l'idée que le gouvernement allait faire une lettre de cadrage, cadrer la négociation, et que le MEDEF et la CFDT, puisque c'est eux qui signent in fine, parfois il faut, allaient devoir signer une convention qui respecterait toutes les conditions données par le gouvernement. Évidemment, les conditions données par le gouvernement à l'époque, c'était, je sais plus, je crois que c'était à l'époque, c'était faire 3,5 milliards d'économies. Donc, c'était une négociation un petit peu avec le fusil sur la tempe, en partant des économies, puisque de toute façon, il est hors de question de toucher aux recettes. Donc, la seule solution, c'était d'attaquer les allocations, les droits des chômeurs. Donc, ça a commencé comme ça. La négociation a échoué, et c'est le gouvernement, du coup, qui a repris la main, constatant l'échec de cette négociation. Il a repris la main, et là, il a mis en œuvre une réforme dont on voit encore aujourd'hui à quel point elle est magnifique, puisque en gros, elle était inspirée d'un économiste qui s'appelle Cahuc, et dont l'idée fondamentale est de dire que si vous avez été au chômage par le passé, donc dans votre période de référence techniquement, dans les 24 derniers mois, il va falloir que vous le payiez sur vos allocations présentes. C'est exactement ce qu'on faisait. Alors ça se présente comme évidemment quelque chose de très disruptif, incroyablement moderne, etc. Mais c'est en gros le procès qu'on a fait aux saisonniers, notamment depuis les années 30. C'est-à-dire on a toujours renié, il y a eu ce vieux truc pour les saisonniers, en disant en fait si les personnes sont 2 années de suite chômeurs au même moment, c'est qu'en fait elles sont plus ou moins en morte saison, elles ne recherchent pas activement du travail. Et donc elles ne sont pas involontairement privées d'emploi, et à ce titre-là, elles ne méritent pas d'indemnisation de chômage. Mais c'est ce truc-là qu'on faisait il y a très longtemps pour les saisonniers, qu'on a arrêté de faire, il me semble, en 97, pour les saisonniers, qui avaient cette règle-là jusqu'à la fin des années 90, ben on l'a généralisé à tout le monde. Strictement tout le monde. C'est-à-dire vous avez été au chômage 6 mois pendant les 24 mois qui précèdent votre inscription à Pôle emploi, eh bien, vous retirez proportionnellement une partie de votre indemnisation. Alors, si je schématise, c'est très simple. Vous avez été en moyenne au chômage 10 jours, on vous retire 10 allocations journalières. En gros, vous avez été au chômage un tiers du temps, on vous retire un tiers de vos droits. Il y a un tiers de votre chômage, en fait, qui n'est pas du chômage, c'est du chômage volontaire. Et c'est à ce titre-là, c'est parce que votre chômage est volontaire, et il est volontaire parce qu'il est régulier, parce que vous avez été déjà au chômage l'année dernière, qu'on vous retire vos droits. Et ça, alors imaginez qu'on fasse ça pour la santé. C'est-à-dire qu'on vous dise, écoutez, l'année dernière, vous avez été malade pendant 6 mois, donc cette année, en fait, on va commencer à vous indemniser uniquement à partir du 16e jour de maladie tous les mois. Parce que c'est normal, votre maladie, elle est plus ou moins volontaire, d'accord, et puis vous tirez un petit peu sur le bouchon. Donc, en fait, c'est que l'excédent de maladie, le surplus de maladie, qui va être indemnisable. C'est exactement ce qu'on fait sur le chômage. C'est ce principe-là, alors qui fait au titre de l'équité, évidemment, parce que au titre de l'équité, on commet un nombre de crimes incroyables. Alors l'équité, c'est de dire qu'en fait, on a des salariés à mi-temps, notamment, des femmes, on va dire, parce que c'est plutôt les femmes qui sont touchées par le mi-temps, qui sont relativement maltraitées par l'assurance chômage de façon historique. Alors notamment, si vous prenez une femme qui est à mi-temps au SMIC, donc qui a 750 € brut,
d'accord, eh ben on va calculer son droit, si elle tombe au chômage, sur cette base de 750 €. Et si vous prenez son mari, qui est au SMIC aussi, mais à plein temps, d'habitude, on l'indemnisait en fonction de son SMIC, c'est-à-dire 1 500 € brut. Si le mari a été au chômage la moitié du temps pendant sa période de référence, eh bien, on va l'aligner sur 750 €, c'est-à-dire sur le droit de sa femme. Alors, la grosse différence, alors, on peut trouver scandaleux la manière dont est traité l'épouse dans ce cas de figure, en disant, après tout, pourquoi calculer son indemnité sur si peu? Alors, la raison un peu juridique, c'est de dire, elle a signé un contrat de travail, elle n'est pas au chômage la moitié du temps, elle a signé un contrat de travail et du coup, elle a choisi volontairement de ne pas travailler la moitié du temps. Ok. Donc, on a le droit évidemment de considérer que c'est scandaleux. Mais le gouvernement ne trouve pas ça scandaleux du tout. M. Kek ne trouve pas ça scandaleux du tout. Il dit c'est ça l'idéal de justice. Alignons le mari sur la femme. Donc c'est une façon de faire de l'égalité homme-femme là qui est géniale. On baisse tout au moins 10 ans. C'est magnifique. Et donc pourquoi on va considérer que le mari finalement il mérite son droit doit être calculé sur 750 €? Pour une raison simple, c'est qu'au fond, c'est comme s'il avait signé un contrat de travail, il a voulu être au chômage. C'est la doctrine du chômage volontaire. C'est-à-dire, c'est un choix qu'il fait d'être au chômage, au même titre que madame a choisi de travailler à mi-temps. Monsieur a choisi de travailler la moitié du temps. Et donc, à ce titre-là, on va faire de l'équité et voilà. C'est ça la philosophie de cette réforme. Alors, elle a été, je ne vais pas être trop long, mais bon, elle a été censurée par le Conseil d'État parce que ce système-là crée des inégalités de traitement incroyables. Enfin, ça en crée de très simples et de très visibles dans la version précédente. Ils ont essayé de faire une nouvelle version en 2021, 30 mars 2021, et là, les syndicats sont sur le point de déposer leur recours, et notamment, j'ai personnellement travaillé à montrer qu'il demeurait encore des inégalités de traitement à salaire égal et emploi égal qui demeurent extrêmement forts, et qui en réalité, si on creuse un peu au-delà des cas particuliers que donne le gouvernement, eh bien, on a des cas d'inégalité de traitement à salaire égal, emploi égal, qui vont de l'ordre du simple au cinquantuple, et qu'une même personne, pour 30 jours de chômage, peut avoir 1 492 € d'un côté ou 32 € de l'autre, pour de simples questions de calendrier. Calendrier d'un côté de la manière dont sont répartis ses emplois dans sa période de référence, calendrier de la survenance du chômage, c'est-à-dire est-ce qu'il est au chômage du 1er au 30 août bien sagement comme veut le gouvernement, ou est-ce qu'il est au chômage malheureusement du 15 avril au 15 mai, auquel cas là il a plus droit à rien, parce qu'en fait ce que je vous disais, on n'a pas le droit d'être 15 jours de chômage, ça va pas, vous n'êtes pas indemnisé puisque vous avez été la moitié du temps au chômage précédemment. Donc vous pouviez être indemnisé que si vous avez été indemnisé 16 jours là dans cet exemple-là. 17 jours là, vous avez le droit à 2 jours. Donc évidemment, si ça tombe à cheval sur 2 mois, eh ben, vous avez le droit à rien. Et face à tout cela, Adrien, est-ce qu'il y a des pistes alternatives, des choses qu'on peut mettre sur la table pour à la fois motiver notre camp, proposer de nouvelles idées, organiser le débat? Non, mais d'abord, c'est essentiel pour motiver notre camp de faire le travail de désintoxication qu'on fait ce soir. C'est-à-dire d'abord de rappeler une chose, c'est que le chômage est d'abord une souffrance, il faut le redire. On sait que le chômage tue par toutes les conséquences qu'il génère, plus de 10 000 personnes par an. Donc le chômage est d'abord une souffrance, première chose. Deuxièmement, être indemnisé dans le cadre du chômage. Déjà, un chômeur sur 2, c'est même plus que ça, n'est pas indemnisé. Mais qui plus est, quand vous êtes indemnisé du chômage, c'est pas la charité, quoi. Vous avez cotisé pour vous assurer pour ce risque. Il faut quand même le rappeler, parce que à force de ce type de discours, il y a quand même quelque chose de très culpabilisant, quoi, sur le chômeur. De rappeler que quand vous travaillez, vous cotisez et quelque part vous vous assurez comme n'importe quel contrat d'assurance pour le cas où ce risque, le risque du chômage, surviendrait. Il faut le rappeler. Ça, c'est important pour celles et ceux qui sont concernés. Et ensuite, c'est aussi de dire et de rappeler que 87% des embauches qui sont réalisées aujourd'hui sont des embauches en contrat court. Et que quand vous obtenez un contrat court, parfois des contrats très courts, beaucoup de contrats de moins d'un mois, des fois des contrats juste de quelques heures, vous pouvez sortir de certaines catégories statistiques du chômage. Donc il peut y avoir aussi des effets où, y compris des gouvernements
qui précarisent à mort le travail vont vous montrer que le chômage baisse, mais la réalité sociale derrière, c'est quoi? C'est que simplement, vous aurez trouvé un emploi pour quelques semaines, vous serez sorti parfois très peu de temps de l'inactivité, et puis en réalité après, la réalité sociale, c'est toujours au chômage. Donc ça, c'est un truc qu'il faut rappeler également. Et donc il y a aussi une lutte, on parlait du droit du travail, pour refaire du contrat de travail, du CDI, la règle. En droit commun, le CDI est la règle. Or, il ne l'est plus. Normalement, le CDD, le contrat court, c'est un contrat exceptionnel, soit parce qu'il y a un surplus d'activité momentanée, des remplacements à générer dans l'entreprise. Nous, à la France Insoumise, on propose, dans le programme L'Avenir en commun, de refaire du CDI la règle en appliquant des quotas de recours au contrat court dans les entreprises. On avait proposé que dans les grandes entreprises, ça soit 5% de contrats courts et dans les PME, TPE, 10%, de manière à réassumer le fait de dire le CDI est la règle. Eux, ils sont en train de faire, dans la réforme de l'assurance chômage, le système de bonus-malus. Ça veut dire que ceux qui respectent la règle vont être gratifiés sur les caisses de l'assurance chômage, elles aussi. Donc ça, c'est un scandale absolu. Si le CDI est la règle, il faut que ça le soit de manière effective. Bon, sur l'assurance chômage, Mathieu Grégoire a bien expliqué les choses. Rappelez là-dedans que c'est aussi la logique d'Emmanuel Macron. On est quand même dans la crise Covid et il y a tout le débat sur qui va payer cette crise, en quelque sorte. Bon, bah là, il y a un choix qui est fait. C'est de dire on va faire payer aux chômeurs avec 2,3 milliards d'économies qui sont envisagées sur leur dos avec cette réforme de l'assurance chômage. Je disais à l'instant, un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Et Mathieu l'a expliqué, cette réforme, elle vise en quelque sorte à rendre plus difficile l'accès à l'indemnisation, parce qu'elle va exiger que vous ayez travaillé plus longtemps sur une plus courte période comparativement à avant. Donc il va être encore plus dur d'avoir accès à l'indemnisation. Et elle va considérablement dilapider les indemnités de beaucoup, avec les effets, les derniers calculs de l'UNEDIC l'ont montré, où juste, en effet, pour des aspects de calendrier, vous allez avoir des indemnités chômage qui vont varier du simple au quintuple. Donc face à tout ça, bon... une fois qu'on a réaffirmé tout ça, il y a la question qui consiste à dire que les deux piliers qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire à la fois l'assurance chômage et les droits des travailleurs, c'est deux piliers sur lesquels ils ont absolument échoué, si tant est que leur objectif soit vraiment de lutter contre le chômage, parce que ça aussi on peut en douter. On sait que le marché du travail utilise le chômage en quelque sorte. Le chômage est utile au marché du travail pour faire pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. S'il y a beaucoup de monde qui attend à la porte, c'est beaucoup plus facile d'exiger des conditions de travail qui se dégradent de la part de ceux qui sont en emploi, en leur disant écoutez, si vous n'êtes pas content, regardez, il y a une file d'attente considérable dehors. Donc le chômage est utilisé sciemment par ce marché du travail. Donc nous, on fait des propositions, on croit à la nécessité de réaffirmer un objectif qui est de création d'emplois et d'aller vers le plein emploi. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas d'accord à la France Insoumise avec le diagnostic qui consisterait à dire que le travail va manquer. Il y a des gens qui théorisent cette idée qu'inéluctablement, par les effets d'augmentation de la productivité, par la robotisation, le travail va manquer. En réalité, pour nous, c'est plutôt baisser les bras face à une réalité. C'est que, j'ai pas le temps ce soir, je ne vais pas faire tout le programme, mais si on arrive au pouvoir et qu'on doit appliquer un programme comme l'Avenir en commun, en réalité, c'est beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de travail et beaucoup de tâches à accomplir. C'est-à-dire qu'on considère qu'on ne manque pas de travail au sens de tâches à accomplir, mais qu'on manque d'emplois pérennes créés. Voilà, plutôt. Et de ce point de vue, c'est important de le dire. Si vous faites, par exemple, la planification écologique, la bifurcation écologique, on avait quantifié le nombre d'emplois nouveaux nets créés dont on aurait besoin dans tous les secteurs. Faire l'économie de la mer, la transition énergétique, le ferroviaire, les rénovations du bâti, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'emplois à créer. Donc il y a ça. Et ensuite, il y a... finalement la chose qui a fait ses preuves, et Mathieu Grégoire le disait en faisant référence au dernier moment où le temps de travail a baissé, c'est que le nombre de demandeurs d'emploi augmente plus vite que le nombre d'emplois créés, d'abord pour la raison que le temps de travail est bloqué depuis maintenant des années, et que l'une des manières de partager la richesse produite, c'est soit en effet d'augmenter les salaires, mais aussi de diminuer le temps de travail. C'est aussi une manière de partager la richesse produite. C'est finalement la vieille logique. Si on produit aujourd'hui autant avec moins de travail humain grâce au fait que la productivité a augmenté, on n'a pas besoin de produire toujours davantage, on peut se libérer du temps. Et il y a eu ce grand mouvement finalement de baisse du temps de travail. Quand on a eu les congés payés en 1936, on a conquis au fur et à mesure de nouvelles semaines de congés payés. Depuis quand les salariés français n'en ont pas eu de nouvelles ? Depuis bien longtemps. Donc il y a cette idée de continuer avec ce mouvement de partage du travail. On l'a résumé en disant travailler moins pour travailler mieux et travailler tous. C'est l'objectif.
Et pour ça, on propose par exemple, et je fais rapidement, mais d'appliquer réellement les 35 heures, qui ne sont pas appliquées aujourd'hui dans ce pays, on est plutôt autour de 39 heures, d'aller vers l'expérimentation des 32 heures et la semaine de 4 jours, comme c'est expérimenté dans d'autres pays, de réaffirmer aussi le droit à la retraite à 60 ans, on y tient beaucoup, parce qu'il s'agit aussi de la question du temps de travail dans la vie tout entière, et une 6e semaine de congés payés. Et enfin, dernière chose, peut-être qu'on aura le temps de le développer plus après, mais c'est le système de garantie d'emploi qui consiste à dire pourquoi on s'en remettrait toujours au marché, finalement, pour offrir des emplois. Pourquoi on devrait faire en sorte que le chômeur passe son temps, en réalité, à essayer de vendre sa force de travail et de convaincre les employeurs que ce serait utile de l'employer. Non, on voudrait, en quelque sorte, faire du droit à l'emploi, parce qu'on ne le dira jamais assez, mais l'emploi est un droit qui est inscrit dans notre Constitution, le rendre le plus effectif possible avec un système de garantie d'emploi qui, en dernier ressort, permettrait à tout chômeur volontaire d'obtenir un emploi qui corresponde à ses qualifications et à des missions que le marché du travail n'accomplit pas, notamment tout ce qu'on aura besoin de faire avec la bifurcation écologique ou les métiers du lien et du soin à la personne. Bref, il y a des idées pour assumer cette préférence pour l'emploi plutôt que le marasme du chômage de masse dans lequel il nous enfonce toujours un peu plus. Et on est ravis de pouvoir accueillir Tiziri Kandi. Bonsoir, bienvenue. Tiziri, vous êtes donc salarié à la CGT HPE, donc Hôtel de Prestige et Économique, donc le nom de la branche. Et on le disait tout à l'heure au début de l'émission en disant qu'on espérait réussir à ce que vous puissiez venir nous rejoindre. Donc vous animez toute une série de luttes, de grèves, de mouvements sociaux au sein de l'hôtellerie pour défendre les conditions d'emploi et de travail de nombreuses salariés. Du coup, comment ça se passe un peu l'ensemble de ces luttes? Est-ce que dans l'hôtellerie, il y a particulièrement beaucoup de contrats précaires, beaucoup de maltraitance des salariés? Oui, alors bonsoir. D'abord, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Oui, effectivement, enfin, moi, je le dis souvent dans les différentes interventions que je fais, que le secteur de l'hôtellerie est en quelque sorte une espèce de laboratoire, en fait, d'un certain nombre de pratiques complètement détestables que la loi est venue finalement encadrer a posteriori, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui relève d'une certaine mesure, voilà, des ordonnances Macron ou de certaines dispositions de la loi El Khomri étaient déjà, j'ai envie de dire, pratiques courantes dans le secteur de l'hôtellerie. Vous parliez de contrats précaires. Effectivement, pour parler de certains contrats précaires qui existent très massivement dans l'hôtellerie, on peut parler des contrats dits d'extra. C'est-à-dire des contrats journaliers qui sont souvent d'ailleurs non pas du tout signés, c'est-à-dire que finalement on appelle des salariés quotidiennement, parfois ça peut durer quelques mois, ça peut parfois durer plusieurs années, c'est-à-dire qu'on a eu par exemple à défendre des salariés qui ont fait de l'extra, c'est-à-dire qui ont travaillé tous les jours dans des établissements hôteliers et parfois et même souvent des hôtels très prestigieux, notamment de la capitale, durant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et finalement, c'est des salariés à qui on ne va plus faire appel, justement, arriver à la cinquantaine, parce qu'on a besoin d'une main-d'œuvre toujours plus fraîche et bien évidemment plus exploitable. Donc il y a effectivement ce type de contrats qui sont quand même très courant dans le secteur de l'hôtellerie, mais il y a également en fait l'externalisation de services entiers en fait. Et là pour le coup, je parle de la sous-traitance, notamment des services comme l'hébergement. Donc par l'hébergement, j'entends femmes de chambre, gouvernantes et équipiers, qui constituent quand même le cœur d'activité de ces établissements-là. Et ces secteurs, ces secteurs d'activité, en fait, comme effectivement l'hébergement ou même parfois le gardiennage. Sont externalisés pour chercher finalement à précariser davantage l'emploi. Parce que en fait, en externalisant un service, de fait, les salariés n'ont pas le même statut social que les salariés embauchés en interne. Et donc, de fait, on crée une situation d'inégalité de traitement et de fait, on crée des multitudes de statuts. Parce que parfois, dans certaines entreprises, on peut avoir 1, 2, 3, 4 sociétés
différentes et donc 2, 3, 4 statuts différents avec des avantages qui existent pour les uns mais qui n'existent pas pour les autres et une communauté de travail qui est complètement détruite. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de communauté de travail. La communauté de travail, elle existe dans la mesure où des salariés cohabitent, travaillent ensemble sur un même lieu, mais finalement, elles n'ont pas toutes les mêmes intérêts, les mêmes avantages sociaux, etc. Et du coup, ça a quand même l'avantage pour le patronat de tirer les salaires vers le bas, parce que finalement, on va dire aux salariés en interne, ben, tu n'as pas du tout intérêt à te mobiliser aux côtés de la femme de chambre employée en sous-traitance, parce que sinon, on va te retirer ton 13e mois. Estime-toi heureux parce que toi, tu as un avantage que l'autre n'a pas. Et ainsi de suite. Et donc, finalement, on pousse les salariés à non pas se rassembler autour d'une plateforme de revendication commune pour tirer l'ensemble vers le haut, mais ça pousse plutôt le patron de pousser tout le monde à regarder vers le bas en regardant toujours celui qui lui n'a pas d'avantages sociaux. Donc effectivement, c'est aussi un secteur qui a... Donc quand je parle de secteur de la propreté, donc de la sous-traitance, c'est un laboratoire effectivement de la pratique et de la mise en pratique de la précarisation de l'emploi et de la précarisation des contrats de travail et de la destruction de la communauté de travail et aussi d'expérimentation d'un certain nombre aussi de lois. Je fais référence là pour le coup... je vais être très brève, mais je fais référence à quelque chose qui est quand même complètement passé à la trappe avec les ordonnances Macron, dont on a très très peu parlé. C'est le fait que par le passé, les salariés de la sous-traitance avaient le droit de voter ou de se présenter aux élections professionnelles sur leur lieu de travail. C'est-à-dire qu'ils avaient ce qu'on appelle toujours un droit d'option. C'est-à-dire on a le droit de voter et de se présenter aux élections professionnelles chez notre employeur direct, donc la société de nettoyage en l'occurrence, ou chez le donneur d'ordre, donc la société, l'hôtel en l'occurrence. Et là, en fait, avec les ordonnances Macron, en fait, ce droit d'option a été purement et simplement supprimé dans la mesure où les salariés de la sous-traitance ont le droit finalement de voter chez le donneur d'ordre, mais ils n'ont plus l'éligibilité. Ils ne peuvent plus se présenter. Et en fait, on ose même le présenter comme une espèce de droit d'option, alors qu'en réalité, dans la mesure où, par exemple, tu décides de voter chez le donneur d'ordre, eh bien, tu perds et l'électorat et l'éligibilité chez le sous-traitant. Parce qu'à partir du moment où tu as voté chez l'un, tu perds les deux, pour le coup, chez l'autre. Et donc, oui, effectivement, c'est un laboratoire de dumping social et de précarisation de l'emploi. Et enfin, nous, on n'arrête pas, pour le coup, de dénoncer tout ça, parce qu'on estime que... Pour le coup, le secteur de l'hôtellerie, c'est un secteur que, fort heureusement, on ne peut pas délocaliser. Voilà. Et du coup, on pratique la délocalisation sur place, avec effectivement la mise en place de la sous-traitance, l'externalisation des services, le recours massif à l'extra, etc. Et tout ça, oui, participe effectivement à la précarisation des contrats, à la précarisation des statuts sociaux des salariés. On se retrouve par exemple avec des femmes de chambre qui ont des contrats de 4 heures, de 5 heures, comme c'est le cas par exemple, et c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui par exemple à l'hôtel Ibis des Batignolles, où les femmes sont en lutte depuis 22 mois, dont plus de 8 mois de grève. Donc là, elles sont en chômage partiel, mais elles sont toujours dans la revendication. Donc des contrats effectivement de 4-5 heures, avec du paiement à la chambre, avec zéro avantages sociaux, etc. etc. Et nous, on n'arrête pas effectivement de le dénoncer et de revendiquer, à tel point, et je terminerai par ça, que Madame Schiappa s'est permise, il y a 2 ans, de faire encore un effet de manche, de dire « Ah là là, je me soucie des femmes de chambre parce que mon arrière-grand-mère était lingère. » Et en même temps, eh bien, quand elle s'est présentée sur le piquet de grève des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, eh ben, ce qu'elle a dit, les textos, c'est en France... l'employeur a décidé de sous-traiter dans les conditions qui lui ont semblé bonnes. Il y a la liberté d'entreprendre en France. Eh bien, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, les femmes de chambre, elles lui ont répondu à juste titre que liberté d'entreprendre, soit,
mais pas dans n'importe quelles conditions. Il y a quand même aussi un minimum de respect pour le coup de la dignité humaine et des conditions de travail et de salaire des personnes qui effectuent ce travail-là, qui doivent être observées et respectées. Mais bon, ça ne semble pas être vraiment le souci de Madame Schiappa, qui est plus soucieuse d'aller faire des tours dans les émissions de Hanouna que de répondre et de prendre son agenda et d'étudier réellement les revendications de ses salariés. Donc oui, effectivement, voilà, précarisation massive, mais résistance massive aussi, parce que ces dernières années, en fait, on assiste quand même beaucoup à des luttes historiques, des luttes très très importantes dans le secteur de l'hôtellerie, que notre syndicat ne cesse d'épauler au quotidien. Et je suis particulièrement contente que, effectivement, grâce aux différentes luttes qu'on a menées, notamment ces dernières années, on a pu faire émerger le sujet de la femme de chambre en France comme un sujet politique qui doit être pris en considération et que tout ce pan du prolétariat qui est complètement marginalisé, invisibilisé, précarisé, parce qu'il n'est pas précaire de manière naturelle, mais il a été précarisé pour des raisons multiples, notamment liées à la condition administrative de ces salariés, souvent étrangers, souvent des femmes avec des enfants en bas âge, etc. Donc il y a quand même une espèce de, comment dirais-je, on profite d'une situation administrative déjà compliquée pour ces salariés-là pour fragiliser toute une communauté de travail, toute une société, et à travers elle, pousser l'ensemble du salariat vers le bas. Donc effectivement, quand on touche à une partie des salariés, vous constaterez que finalement, on s'en sert comme un laboratoire pour essayer de tirer l'ensemble vers le bas. Et nous, de notre côté, on essaye justement de le tirer vers le haut. Et je fais un petit rappel à toutes les auditrices et les auditeurs pour leur dire que nous prenons bien en note vos questions. On n'aura peut-être pas de la place pour toutes, mais je commence à avoir une feuille qui se remplit. Mais n'hésitez pas, vous pouvez toujours continuer. Alors, 2 réactions sur les extras. Tu voulais réagir, Mathieu ? Oui, je trouve que c'est une... Enfin, je voulais à la fois réagir sur les extras et puis sur l'idée d'aller vers le CDI pour tous, la garantie de l'emploi, etc. Je pense qu'il faut être quand même... Je ne partage pas cette analyse, je dis très, très amicalement. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des questions qui se posent sur les contrats, sur la précarisation des contrats. Mais le problème, c'est qu'on a des millions de personnes qui travaillent en contrat court, qui travaillent dans des formes d'emploi flexibles. Et si le seul programme, c'est de dire on vous promet qu'on va vous avoir des CDI pour tous, bah, d'une part, c'est peut-être faire grand cas de ce que c'est qu'un CDI. Le CDI, c'est pas non plus forcément un Graal absolu. Il faut voir exactement ce qui reste dans le CDI. Le CDD, parfois, a des avantages par rapport au CDI. Donc, la hiérarchie, elle n'est pas évidente pour tout le monde dans toutes les circonstances, c'est pas vrai. Le CDD peut être profitable pour certaines personnes, que ça va arranger de pouvoir se barrer, notamment à la fin d'un contrat, d'avoir droit au chômage à l'issue du contrat plutôt que d'avoir à démissionner d'un CDI. Bon, il y a des éléments comme ça. Et puis plus généralement, ces gens-là existent, ils sont là actuellement, ils sont dans une intermittence de l'emploi, ils sont là par milliers et ne les payer qu'en promesse, ça me paraît un petit peu en promesse de ne plus exister en tant que extra ou que précaire dans l'emploi. Ça me paraît un peu insuffisant dans le sens où la question se pose aussi de leurs droits ici et maintenant. Et leurs droits ici et maintenant, c'est notamment l'assurance chômage, c'est notamment le combat que mènent des extras de la restauration pour faire reconnaître leurs droits là actuellement dans le cadre du Covid, pour avoir une indemnisation chômage qui soit adaptée à cette situation. Enfin, ce que je veux dire, c'est aussi qu'il y a des moments, évidemment, il y a des cas dans un hôtel, au Batignolles, etc. On voit bien qu'il y a une espèce de besoin continu de femmes de chambre et que la justification du contrat court est quand même assez lointaine. Mais il y a des cas où les choses sont quand même beaucoup plus compliquées. Les saisonniers qui travaillent dans les stations balnéaires ou les stations de ski, les extras qui viennent vous servir le jour de votre mariage, le dimanche pour un traiteur, etc. Bon, est-ce qu'on leur promet un CDI ? Est-ce que c'est ça qu'on leur dit ? On va obliger vos employeurs à vous faire un CDI ? C'est quand même une solution qui est un peu compliquée. C'est ce que fait d'ailleurs la mission, enfin c'est ce que promet la mission Iacovelli Mbaye
actuellement qui a été missionné pour éteindre un peu ce feu-là de ces extras de la restauration, de ces extras, de ces précaires qui hurlent un peu en disant qu'on leur renie totalement leurs droits. Et donc voilà, bon, moi j'ai d'abord travaillé sur les intermittents du spectacle, et la première chose qui m'est apparue avec les intermittents du spectacle, c'est qu'il n'y avait pas cette hiérarchie. C'est-à-dire qu'évidemment, certains qui travaillent en permanence à Radio France ou je sais pas quoi, ils veulent un CDI, c'est très bien. Mais il y en a plein d'autres, c'est pas du tout le cas. Ils disent, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir un employeur, j'ai pas du tout envie de... Voilà, je veux être beaucoup plus libre que ça. J'ai un rapport au marché du travail qui accepte finalement la multiplicité des contrats des employeurs. Ce qu'ils acceptent pas, c'est l'insécurité qui va avec. Ce qu'ils veulent, c'est pas forcément des contrats longs, des CDI. Ce qu'ils veulent, c'est un salaire qui soit continu, qui soit garanti. Et donc, c'est pour ça que je pense que la garantie du salaire doit faire réfléchir, doit poser question. Et les intermittents du spectacle, dans leur lutte victorieuse en 2016, posent cette question de manière magistrale. C'est-à-dire de dire, bon, on peut aussi... en plus, ces choses-là ne sont pas forcément opposées. Hein, c'est-à-dire ces deux réflexions ne sont pas à opposer. Mais de dire qu'il y a une fraction du salariat qui se trouve de fait dans des situations d'intermittence de l'emploi, il faut penser leurs droits. C'est les gens les plus utiles, c'est les gens qui travaillent quand vous avez besoin d'eux. C'est exactement comme les pompiers dans les aéroports. Vous voyez, pompiers dans un aéroport, ça ne sert à rien jusqu'au jour où il y a le feu à un avion et qu'ils viennent vous sauver la vie. Donc il y a ce problème vraiment de penser la continuité des droits de personnes dont l'activité est intermittente, n'est pas évidente. Bon, les profs, par exemple, avant, il y avait des remplaçants. Vous voyez, il y avait des TZR, on appelait des TZR dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, on va chercher des étudiants dans les amphis pour aller remplacer des enseignants dans les collèges. C'est un scandale absolu. C'est-à-dire qu'avant, il y avait ces personnes-là qui étaient fonctionnaires et qui allaient à droite, à gauche pour aller là où on avait besoin d'eux, quand on avait besoin d'eux. Et le résultat, ils faisaient rien. Ils attendaient qu'on ait besoin d'eux. Et c'était très bien comme ça. Et donc, je pense qu'il faut penser aussi dans la société dans laquelle on est. Et même si on est au plein emploi, c'est-à-dire si on est au plein emploi, on sera quand même bien embêté parce que si on a des besoins nouveaux, il faudra bien les satisfaire. Et donc, qui va être disponible? Personne ne va être disponible. Enfin, je veux dire, à un moment donné, avoir un volant de main-d'œuvre qui soit flexible, je ne trouve pas ça scandaleux. En revanche, que ces gens qui sont les plus utiles finalement, ceux qu'on appelle comme ça, qu'on prend, qu'on jette, qui soient dans un statut salarial dégradé et qu'on les traite comme de la merde, ça c'est le problème. Et donc il faut réussir à penser aussi des droits continus, une garantie de salaire pour ces personnes qui, alors, soit sont dans le temps partiel, soit sont partiellement en emploi, etc. Et je pense que c'est très intéressant de penser les deux, au bénéfice aussi des uns et des autres. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le fait de donner des droits aux salariés précaires, c'est excessivement important pour ceux qui sont en CDI. C'est-à-dire que c'est une pression de moins qui s'opère sur le chantage à l'emploi qu'on a parlé 1000 fois. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, donner des droits à tous ces intermittents de l'emploi qui sont de plus en plus nombreux et qui sont fort utiles, eh bien, c'est quelque chose qui me paraît essentiel pour tous. Donc, c'est effectivement un sujet qu'on n'a pas abordé ce soir, que nous on appelle la sécurité sociale professionnelle, qui est celle de la continuité des droits en dehors de l'emploi. Peut-être, Adrien, tu veux rebondir, sachant que Adrien, par souci de respecter les horaires des travailleuses et des travailleurs, doit nous quitter parce qu'il a un train dans pas très longtemps. Donc peut-être je te laisse la parole. Non, mais je pense que ce qu'on aborde là ce soir est extrêmement intéressant. Il s'agit en effet d'avoir les deux volets, c'est-à-dire répondre à l'exigence de lutter contre la précarité qui s'installe dans le travail et assurer des droits et la continuité des droits, t'en parlais à l'instant. Le fait aussi de rappeler que, on le disait, être au chômage, c'est pas la charité et que donc il faut évidemment créer les conditions que ça soit une vie digne aussi que celle de cette période-là. Et après, il y a évidemment la question, parce que j'entends bien ce qui est dit sur, y compris finalement la réserve de disponibilité pour surseoir à des besoins qui apparaîtraient. Par contre, c'est autre chose d'être en face d'un chômage de masse contre lequel il faut lutter aussi. Voilà, donc il y a pour moi bien ces trois aspects sur lesquels il faut travailler. Mais en tout cas, il y a toujours ce débat qui revient, et qu'un débat qui était assez structurant dans la campagne présidentielle de 2017 aussi, sur la question, est-ce que le travail va manquer ? Bon, nous, la grande thèse, et je pense que là, on est en accord là-dessus,
c'est que non, le travail manque si on décide de renoncer, de baisser les bras. Nous, on considère qu'il y a tellement de tâches à accomplir. On est plutôt flippé de se dire est-ce qu'on va trouver la main-d'œuvre nécessaire, avoir le temps de former les gens pour accomplir toutes ces tâches, que de savoir s'il va manquer de travail. Bon, voilà. Donc je pense que là, on a quelques perspectives utiles pour la suite. En tout cas, bon, on le voit bien, le débat qu'on a ce soir, c'est un débat qui est finalement assez malheureusement absent, on le déplore, des grands médias. Même si, pour autant, il faut le saluer, la lutte sur la réforme de l'assurance chômage, c'est quand même la tête d'épingle en ce moment des mobilisations. Je pense à tous les lieux de théâtre, les lieux de culture occupés, et que c'est vraiment l'essentiel que de faire reculer le gouvernement, cette réforme de l'assurance chômage. Mais ensuite, évidemment, il y a des échéances qui arrivent, et la question de l'emploi et la question sociale, pour nous, elle est centrale. Je ne sais plus, c'est l'INA, je crois, qui a fait récemment cette enquête qui disait à quel point la question sociale a disparu comme neige au soleil, elle a fondu comme neige au soleil de tous les débats publics. C'est-à-dire que pendant qu'on parle de tout ce dont on parle beaucoup, la question sociale, qui pour nous est la question prioritaire, elle n'est plus abordée. Donc là, je pense qu'on fait œuvre utile de ce point de vue. Et peut-être que c'est l'occasion pour toi de montrer à l'écran et de faire notre page de pub pour la fameuse revue qui est actuellement en librairie. C'est le numéro 3 des Cahiers de l'avenir en commun et qui aborde justement la question sociale. Pour uniquement 2,50 €, donc vraiment un magnifique prix tout à fait dérisoire. Et on vous invite bien sûr à non seulement l'acheter, le lire, l'acheter à vos amis, l'acheter à vos voisins, l'acheter à tous les gens que vous aimez et aussi à ceux que vous n'aimez pas, parce que c'est peut-être le moyen finalement de leur donner des idées peut-être plus agréables pour les fois où vous aurez le conseil des voisins ou l'amicale de la copropriété. Tu voulais réagir, Valérie, sur la question de l'externalisation lorsqu'on parlait de la dégradation de l'emploi dans le secteur notamment hôtelier, mais pas que. Oui, en effet. Bon, déjà, tu as magnifiquement décrit le délitement des collectifs de travail, leur segmentation, cette coexistence effectivement de statuts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Hein. C'est vrai qu'on rencontre aujourd'hui dans une même entreprise des salariés en CDI, des temps partiels, des prestataires de services, des salariés d'entreprises extérieures, sous-traitantes. On rencontre des contrats de travail temporaires. On voit même parfois des salariés qui font exactement le même travail, qui sont complètement intégrés aux équipes de travail, mais qui n'ont pas le même employeur et qui ne bénéficient pas des mêmes garanties collectives. Alors parfois, ça s'analyse en un délit qu'on appelle le délit de marchandage, qui est un délit de travail dissimulé. Ça nécessite quand même de regarder précisément les choses, mais quand il y a transfert de subordination, quand il y a un but lucratif qui est poursuivi et quand il y a un préjudice pour le salarié, ce qui est le cas, je pense, en partie, eh bien, on peut considérer qu'effectivement, l'employeur n'est pas celui-là, n'est pas le bon, et qu'on peut requalifier la relation de travail au-delà de la relation commerciale. Mais effectivement, ce dont on s'aperçoit, c'est que beaucoup d'employeurs veulent externaliser les risques et se soustraire à leurs obligations en privilégiant finalement la sous-traitance. On substitue à une relation de travail un contrat commercial régi par d'autres règles. Donc on externalise le risque, par exemple, lié aux accidents du travail, on externalise le coût des licenciements. Voilà. Alors il y a un autre point dont j'aurais souhaité parler, c'est de cette porosité entre le salariat et le non-salariat. Parce que tout à l'heure, j'ai pris la peine de définir le salariat en disant qu'il se caractérisait principalement par la question du lien de subordination. Ça veut dire que certains salariés qui ne sont pas proprement parlé officiellement salariés, qui n'ont pas de contrat de travail, qui ne sont pas liés à leur donneur d'ordre par un contrat de travail, sont pourtant des salariés, parce qu'ils remplissent toutes les conditions que j'ai énoncées tout à l'heure. On leur donne des ordres, on leur donne des prescriptions, on les sanctionne. Et donc, cette zone grise entre salariat et non-salariat, elle me semble aussi au cœur de notre sujet, et dans la mesure où ces salariés-là sont des salariés privés des garanties collectives, sont quelque part une catégorie de sous-salariés précarisés, mal payés. Donc là, je pense bien sûr notamment, mais pas seulement, aux salariés des plateformes, à ceux qu'on appelle les salariés ubérisés, aux micro-entrepreneurs, à cette face cachée quelque part du capitalisme marchand qu'on a encouragé. Parce que c'est ça, face au chômage de masse, on nous a vendu l'auto-entrepreneuriat comme si c'était un rêve. Alors, et souvent, malheureusement, cet Eldorado se dérobe et les personnes se rendent compte que sous couvert on leur a vendu de la liberté, de l'indépendance, et puis finalement, c'est la dépendance et la misère. Parce que ces salariés, que cumulent-ils ? Eh bien, ils cumulent les avantages, plutôt les contraintes du salariat, ils sont complètement subordonnés, sans ces avantages.
mal payés, précarisés. Voilà, donc ça, je pense que c'est quand même un point important. Et la question est de savoir, voilà, au-delà des requalifications possibles, parce que bien évidemment, il y a des juges qui se sont penchés sur ces questions et qui ont requalifié la relation de travail, mais ça, tout le monde ne saisit pas un juge. Voilà, donc voilà, ça pose des vraies questions effectivement de savoir comment ces personnes peuvent bénéficier des garanties collectives dont bénéficient les salariés, je dirais, de droit commun. Voilà. Et quel est le rôle des donneurs d'ordre et comment on peut, au-delà des chartes, parce que ça a été mis en place à un moment, les chartes, on voit bien que c'est pas la solution, comment les donneurs d'ordre peuvent assumer leurs responsabilités en la matière. Pour l'instant, ce qui a été prévu, parce qu'il y a des choses de prévues, prise en charge des cotisations, je pense, d'accidents du travail, sous couvert du chiffre d'affaires, d'autres participations du donneur d'ordre, mais tout ça n'est qu'un cotère sur une jambe de bois. On voit bien que le problème est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. Je suis mais entièrement d'accord avec ce que tu disais. J'ajouterais juste un point qui me semble assez important, c'est que justement, si on suit les dispositions légales, les donneurs d'ordre qui effectivement externalisent pour externaliser les risques, etc., portent quand même une responsabilité sur la santé et la sécurité des salariés qui travaillent dans leurs locaux, même s'ils ne sont pas les employeurs juridiques. Je veux dire, proprement parler. Et effectivement, on voit souvent les employeurs, les donneurs d'ordre, se dédouaner au moment où effectivement il y a des choses qui arrivent en disant ce ne sont pas nos salariés. De la même manière que quand on démarre un conflit en sous-traitance, on nous dit ce ne sont pas mes salariés. Alors qu'en fait, en réalité, légalement parlant, en tout cas, la loi prévoit que les donneurs d'ordre portent une responsabilité doivent garantir la santé et la sécurité des salariés, de tous les salariés qui travaillent sur leur site, même si ils ne sont pas leurs salariés au sens juridique du terme. Après, oui, la charte, de toute façon, toutes les entreprises aujourd'hui veulent signer des chartes. Parce que ça ne contraint en rien l'employeur à faire quoi que ce soit. Donc, je veux dire, tout le monde veut signer des chartes, oui, parce que ça n'a, limite, j'ai envie de dire, ça n'a aucune valeur juridique. Tu peux pas l'opposer à un employeur. Je veux dire, moralement, oui, il a pas respecté une charte sur lesquelles il s'est engagé, mais en même temps, je veux dire, concrètement, on peut pas. Tout le monde veut signer des chartes, mais pour pas grand-chose finalement. Juste que les choses, effectivement, par rapport à la question de l'extra, en fait, je parle quand je parlais de la question de la précarisation de l'emploi par le recours massif à l'extra, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, je veux dire, je ne l'entends pas au sens, que tout le monde veut un CDI. Je veux dire, je suis bien consciente, effectivement, qu'il y a un certain nombre de salariés qui, effectivement, ne souhaitent pas spécialement avoir un contrat CDI. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de salariés extra qui souhaitent effectivement avoir un contrat CDI pour de multiples raisons, notamment, par exemple, pour avoir certaines possibilités, par exemple, je ne sais pas, d'avoir un crédit bancaire, par exemple. Je veux dire, j'ai envie de dire, il y a certaines conditions où les salariés sont demandeurs, effectivement, du CDI, bien que ce ne soit pas non plus la totalité des extras qui en sont en demande. Par contre, je pense que, et tu as raison de le rappeler, il ne faut pas penser le CDI en opposition aux demandeurs de l'emploi ou à l'extra. Parce qu'effectivement, j'ai envie de dire que c'est l'art de faire de l'employeur. Parce que nous, par exemple, devant les juridictions prud'homales ou à la cour d'appel, on ne cesse de nous dire, quand on demande des requalifications de contrats d'extra, entre guillemets, en CDI, que c'est à la demande des salariés qui sont très contents. Et d'ailleurs, ils en profitent bien. Contrairement aux CDI qui ont beaucoup de contraintes, etc. etc. En fait, ce n'est pas du tout vrai dans la mesure où finalement, je veux dire, effectivement, il y a une souplesse de l'extra qui fait que les salariés peuvent être demandeurs ou en tout cas satisfaits d'une certaine manière du contrat d'extra. Il n'empêche que ce type de contrat, in fine, j'ai envie de dire, il profite en premier lieu à l'employeur.
qui, lui, en fait, flexibilise et, met en place une souplesse qui lui est profitable. Alors, j'entends effectivement que le salarié puisse aussi, d'une certaine manière, se conformer à cette typologie de contrat, etc. Mais en fait, j'ai envie de dire, comme tout autre type de contrat, y compris le CDI, ça profite en premier lieu à l'employeur qui, lui, en fait, organise les choses d'une certaine manière, orchestre l'organisation de travail, externalise certains services, met des extras dans un autre service, etc. Après, je ne parle que du secteur que je connais, c'est-à-dire celui de l'hôtellerie. Et je termine juste par un point qui me semble aussi important sur la question de l'extra. Je te rejoins, mais à 100 000% sur effectivement ce que tu dis. Sur l'analogie, en tout cas ce que j'ai cru comprendre, l'analogie que tu fais par rapport aux intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, faut quand même comprendre effectivement qu'il y a des contrats d'extra qui existent parce que ce type d'emploi existe aussi. Enfin, c'est-à-dire que par exemple, quand tu parles des salariés saisonniers, effectivement des salariés qui peuvent être maîtres d'hôtel, etc., l'événementiel existe. Et effectivement, il faut adapter la législation à tous ces pans de la société et de l'emploi qui existent. Et malheureusement, aujourd'hui, on essaye toujours d'opposer les salariés entre eux, comme on l'a fait d'ailleurs à de multiples reprises. De toute façon, on sait que les salariés de la SNCF, c'est des profiteurs, certains sont des privilégiés, etc. Ce n'est pas du tout l'objet de mon propos, en tout cas. Merci beaucoup. On n'a plus beaucoup, malheureusement, mais c'est très intéressant, c'est le but. On n'a plus beaucoup de temps dans le cadre de cette émission et on a toute une série de questions qui nous sont adressées. Alors, notamment une qui nous est posée plusieurs fois et qui est posée à tout le monde, qui est tout simplement, elle revient 3 fois. Pourquoi les patrons parlent de charges lorsqu'ils parlent de tout ce qu'on évoque depuis le début, les régimes d'assurance, etc. Adrien. Bon, ça, c'est l'éternel combat des mots aussi, qui est très important et on l'a eu systématiquement. Et nous, on s'évertue à chaque fois de les reprendre à l'Assemblée nationale parce que la charge, par définition, c'est quelque chose qui pèse sur les épaules, quoi. Et chacun voit bien le poids que ça pèse. Non, il faut rappeler qu'on ne parle pas de charge sociale, on parle bien de cotisation. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous cotisez, c'est une part de votre salaire pour assurer différents risques, la maladie, le chômage en sont, par exemple. Ça, il faut sans cesse le rappeler. Pour rappeler aux gens qu'être indemnisé, non, c'est pas la charité, c'est bien une part de votre salaire. On dit qu'il est différé, socialisé, mais c'est essentiel de le rappeler à chaque étape et surtout quand le gouvernement ou le patronat utilise ce terme de charge. Je m'excuse les amis, mais comme Adrien l'a dit, il faut que je file à toute allure prendre un train. Il y en a pas énormément ce soir, donc je dois rentrer à Lille, donc je vais filer. Et merci à toutes et tous en tout cas d'avoir participé à ce débat. Je vous laisse continuer. Merci beaucoup, à très vite. On peut continuer le tour de réaction là-dessus. Vas-y. Ouais, je vais aller très vite sur les charges. Je vais vous citer une devise d'Yvon Gattaz qui dit... oui, mais je le lis très attentivement. Très présent ce soir, Yvon Gattaz, malgré lui peut-être, mais très présent. Éternel. Qui dit « tout salaire mérite travail ». Et donc, effectivement, il inverse un petit peu les choses, mais donc tout salaire mérite travail, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que pour lui, s'il donne 1 500 €, il faut que ce soit 1 500 € qui reviennent pour lui. Et hors de question de payer un salaire collectif, parce qu'au fond, c'est ça une cotisation, c'est de payer un salaire collectif à la collectivité des salariés. Et que ça, c'est insupportable. Et on revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire, lui, il veut une relation de gré à gré, purement commerciale finalement avec ses salariés, sans intermédiation et surtout sans charge, c'est-à-dire sans cotisation sociale qui représente un salaire collectif qui ne lui est pas directement profitable, qui lui est quand même indirectement profitable malgré tout, parce que c'est quand même intéressant d'avoir des salariés en bonne santé et des salariés disponibles, comme on l'a dit, puisque le chômage, c'est aussi une manière d'avoir des salariés en vie, disponibles, quand les employeurs... je peux te l'offrir si tu veux. Oui, moi je pense, je fais partie pour le coup de ces gauchistes qui croyant quand même que en fait le rapport salarial est par définition un rapport d'exploitation et que en fait c'est pas un rapport égalitaire dans lequel j'échange mon travail contre un salaire. Enfin, je veux dire, le salaire ce n'est qu'une rétribution qui est attribuée au salarié pour lui permettre de reproduire sa force de travail, se présenter le lendemain au travail, ni plus ni moins. Après
comment dire, je veux dire, sur la question des charges, je trouve qu'effectivement, comme l'a dit Adrien, c'est un débat linguistique, mais qui in fine, en fait, veut nous déjà normaliser le rapport salarial, en fait, supposer que c'est un rapport égalitaire entre un vendeur de sa force de travail et un acheteur de la force de travail, et en fait, de nous faire croire que finalement, le salaire socialisé, en fait, il faut en faire abstraction. En fait, en gros, il faut juste regarder le net. Et d'ailleurs, et je termine par ça parce que pour moi, c'est vraiment assez lourd et assez important. C'est que dans beaucoup d'entreprises de nettoyage, on s'est rendu compte en analysant les bulletins de paye des salariés que beaucoup d'entreprises pratiquent l'abattement sur l'assiette des cotisations sociales de 8%. C'est-à-dire qu'en fait, elles retirent purement et simplement 8% des cotisations patronales sur les salaires, le salaire socialisé sur le brut des salariés, quoi. Et sans aucune justification, je veux dire, il n'y a aucune indemnisation, il n'y a aucune contrepartie, mais pour eux, c'est une manière d'alléger leurs charges sociales. Et ce qui est complètement fou, c'est que en fait ils s'en servent à chaque fois pour dire que ce petit brut qu'on leur retire, en fait on leur injecte 17 € dans le net et que les salariés sont très contents d'avoir 17 € de plus sur leur net, alors que le patron lui il fait 8% de moins sur les cotisations sociales pour l'ensemble de ses salariés, quoi. Et ça c'est vraiment une pratique assez courante dans les entreprises de nettoyage. Et on a donc encore plein d'autres questions, on va devoir malheureusement les sélectionner. On en a une qui t'est adressée, Valérie, quelqu'un qui est très inquiet pour l'avenir de l'inspection du travail et qui nous pose deux questions derrière ça. D'abord, où est-ce qu'on en est? Est-ce que les postes continuent toujours à fondre et l'inspection à être démantelée? Première question. Et deuxièmement, est-ce que la crise du Covid est un prétexte pour attaquer l'inspection du travail? Alors effectivement, l'inspection du travail est dans un sale état, hein. Donc on a perdu 20% de nos effectifs en 2 quinquennats. Actuellement, on a 1800 agents de l'inspection du travail sur le terrain pour 20 millions de salariés. Donc il est utile de dire que c'est très peu, et ce ratio va encore s'aggraver puisque à horizon 2022, il y aura un inspecteur ou un contrôleur du travail, un agent de contrôle de l'inspection du travail pour 10 000 salariés. Contre, pour vous donner à titre de comparaison, un inspecteur pour 6 500 salariés en 2010. Et à ce jour, 13% des sections d'inspection du travail sont vacantes, c'est-à-dire ne sont occupées par personne. Ce qui, vous vous en doutez, dégrade aussi les conditions de travail des agents et le service rendu aux usagers. Voilà pour les effectifs et nos conditions de travail. Et la deuxième question, je l'ai oubliée. Et on me demandait, est-ce que la crise du Covid était un prétexte utilisé j'imagine qu'on fait ici allusion à la mise à pied d'Anthony Smith, ce genre d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé à l'inspection du travail depuis 1 an? Oui, alors effectivement, la crise sanitaire a été pour les agents un moment difficile, hein. Alors tout d'abord, parce qu'on a voulu nous faire jouer un rôle qui n'était pas vraiment le nôtre. C'est-à-dire qu'on a fait un peu de nous les VRP de la doctrine sanitaire, hein, mouvante du gouvernement. On a quelque part, on a aussi tenté fortement de nous dissuader d'utiliser les outils coercitifs à notre disposition. Alors vous faites allusion effectivement à la suspension puis à la sanction d'Anthony Smith. C'en est parfaitement l'illustration, hein, puisque pour ceux qui ne sont pas au courant de cette affaire, hein, il s'agit d'un inspecteur du travail qui avait engagé une procédure de référé auprès du juge judiciaire pour notamment demander à une association d'aide à domicile de mettre à disposition des aides à domicile des masques de protection respiratoire, hein, pour les tâches, c'est-à-dire les actes de soins pour lesquels les règles de distanciation sociale ne pouvaient matériellement pas être respectées, hein, par exemple le lever, la toilette, l'aide au repas, etc. Cette suspension est pour nous, les organisations syndicales, révélatrice des freins qui ont été mis à l'exercice de nos missions pendant cette période et des atteintes à notre indépendance. En gros, si vous voulez, les inspecteurs du travail, ils ont des missions qui sont garanties et des prérogatives garanties par une convention internationale qui est la convention internationale numéro 81 de l'Organisation internationale du travail, et qui garantit à la fois leur indépendance, c'est-à-dire le fait que leur mission s'exerce à l'écart de toute influence extérieure indue, mais également des grands principes comme le principe de libre décision qui donne aux inspecteurs du travail la possibilité de donner en opportunité les suites à leurs constats. Donc là, typiquement, le collègue avait saisi le juge, hein, qui aurait pu se prononcer si la procédure était allée à son terme.
Voilà, donc, et concurremment à cette situation, on a vu l'inflation de ce qu'on appelle, vous savez, le droit mou, le droit souple. C'est un concept issu du droit anglo-saxon. La soft law, c'est voilà, ça. la soft law. C'est-à-dire qu'on a vu une inflation de recommandations du ministère, de fiches pratiques, de protocole national de sécurité, de questions-réponses à l'attention des salariés et des employeurs. Et ce sont autant de préconisations qui n'ont que le caractère de recommandation, ce que d'ailleurs a reconnu le Conseil d'État qui a été interrogé sur la question à la fin de l'année 2020. Donc on s'est retrouvé quelque part pris dans cet étau entre des recommandations qu'on devait faire appliquer mais sans outils pour le faire et une dissuasion quelque part d'utiliser les outils à notre main et qui pouvaient être efficaces. Dernier exemple sur ce sujet, la question du risque biologique. Le SARS-CoV-2 est un agent biologique pathogène du groupe 3 en l'occurrence. Il a été classé comme ça à la fin de l'année. Or, les inspecteurs du travail avaient énormément de difficultés à utiliser les dispositions réglementaires du Code du travail relatives aux agents biologiques et aux risques biologiques, qui étaient pourtant des dispositions beaucoup plus efficaces que les simples recommandations. Et qui d'ailleurs, et ça c'est quand même un point important, ont été appliquées par les juges, qui ont été saisis dans le cadre de procédures de référé, soit par des agents de contrôle quand même, soit par les organisations syndicales. Les juges, le juge judiciaire, lui, était à l'avant-garde. Il a fait application des dispositions coercitives réglementaires sur le risque biologique pour, par exemple, exiger dans l'affaire Amazon la restriction du retrait de certains produits. Certains produits ne devaient plus être manutentionnés, vendus, etc. Ça s'appuie sur les dispositions prescriptions relatives au risque biologique, qui consiste à éviter le risque autant que faire se peut. Voilà, donc c'est vrai que l'inspection du travail a connu quelques déboires, on va dire, pendant cette période délicate. Voilà. Et j'ai aussi une question pour chacun d'entre vous qui est ciblée. Alors, Pascal nous demande, et d'ailleurs te demande, Mathieu, que pense-t-on de l'idée de payer les cotisations sociales par le biais de la TVA ? C'est quoi les enjeux ? Quelles questions ça pose ? Est-ce que c'est quelque chose de problématique ? Là, j'avoue que je sèche un tout petit peu sur le truc. Moi, à mon avis, l'idée forte qui justifie la cotisation et le fait d'avoir une cotisation unique, un taux unique pour tous, c'est l'idée de la solidarité interprofessionnelle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, au fond, moi c'est l'idée qui fait que je suis opposé au bonus-malus. On a dit le mal compensé du bonus, mais le malus, je ne suis pas non plus très favorable, dans le sens où, encore une fois, on moralise un peu la question en disant il y a les mauvais patrons, on va punir les mauvais patrons, etc. Bon, certes. En tout cas, l'idée générale, c'est de dire que la sécurité sociale ne fonctionne que si on paye chacun selon nos moyens. Et donc, la proportion est quand même un élément excessivement important de ce point de vue-là. Et dire, par exemple, aux bons employeurs, parce que là, dans le bonus-malus, il y avait ça, vous allez payer moins, c'est scier absolument la branche sur laquelle est assise l'idée même de sécurité sociale. C'est-à-dire, au fond, si vous regardez, par exemple, le risque maladie, les dépenses sont quand même très concentrées sur un nombre très faible de personnes. Et vous avez des gens qui sont tout le temps en bonne santé, qui payent tous les mois leurs cotisations. Et c'est grâce à eux qu'on finance les besoins. De la même manière, pour l'assurance chômage, c'est bien le fait qu'il y ait des gens qui sont en CDI en permanence et qui ne sont jamais au chômage qui fait qu'on peut financer des allocations au chômage à ceux qui connaissent le risque. Donc commencer à dire, si vous êtes en bonne santé, vous avez donc si vous faites du CDI, vous avez une cotisation amoindrie. C'est directement dire à ceux qui financent la sécurité sociale, à ceux qui financent l'assurance chômage que c'est niet. Alors du coup, c'est pour ça que moi je suis très attaché à l'unicité du taux de cotisation. Alors la TVA, j'avoue qu'il faudrait y réfléchir, mais de toute façon, ça fait sortir effectivement de cette logique. En tout cas, la TVA en tant qu'impôt, moi j'y suis farouchement opposé. Enfin, je suis farouchement opposé à la CSG parce que c'est une fiscalisation de la protection sociale qui nous amène à un autre rapport social, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire un rapport social entre des contribuables qui payent
qui considèrent toujours plus ou moins qu'ils payent trop d'impôts, avec des gens qui sont assistés. Je préfère très franchement l'idée de salaire socialisé dans laquelle on dit ben voilà, il y a des cotisations. Ces cotisations, c'est juste un salaire collectif. Et on décide collectivement de ce qu'on fait de notre salaire collectif. Et on est dans un rapport de force avec des employeurs à qui on dit ben, il va falloir augmenter les cotisations, il va falloir nous payer davantage collectivement, etc. Donc voilà, je ne réponds pas spécifiquement à la question sur la TVA, mais en tout cas, je réponds de manière très convaincue sur l'importance de la cotisation sociale. Et sur cette question, je renvoie évidemment à tous les combats qu'on a pu mener dans le monde syndical ou parlementaire à l'époque des tentatives de TVA sociale, avec tous les enjeux qui étaient soulignés à l'époque, à savoir le fait que les personnes qui ont le moins d'argent allaient finalement financer le plus la sécurité sociale au détriment de celles et ceux qui ont de l'argent, qui l'épargnent et qui la prêtent, voire même parfois la prêtent à l'UNEDIC lorsqu'elle s'endette pour financer les manques de cotisation. Autre interrogation qu'on a, c'est celle de la sous-traitance, avec Johan, qui nous demande est-ce qu'il n'y a pas un risque dans la sous-traitance, qu'il y a un risque au niveau des compétences, des qualifications des salariés? Est-ce que ça tire vers le bas? Est-ce que les gens arrivent toujours à apprendre leur métier, à être formés, à arriver à faire un travail bien fait, en être satisfaits? Ou est-ce que la sous-traitance, c'est aussi quelque chose qui met à mal la manière dont on travaille? Alors en fait, sur la question de la sous-traitance, généralement, justement, les donneurs d'ordre, quand ils sous-traitent, ils prennent pour premier prétexte, effectivement, la recherche du savoir-faire. Donc eux, ils ne savent pas faire et ils cherchent effectivement une entreprise qui, elle, sait faire, a des employés qui savent faire. Et donc là, pour le coup, je suis tentée de dire que le risque est plutôt inverse, c'est-à-dire une espèce d'hyper-spécialisation, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre le secteur de l'hôtellerie que je connais le mieux, et même le service de l'hébergement, généralement, quand on parle dans le secteur de l'hôtellerie, les principaux services sous-traités, c'est le service d'hébergement, donc du nettoyage des chambres et de la remise en état des chambres. C'est une prestation entière qui consiste à non pas simplement passer aspirateur, c'est pour ça qu'on ne parle pas de femme de ménage, mais on parle de femme de chambre, parce qu'elle réalise une prestation entière de remise en état de chambre, de nettoyage, etc. Et le problème, c'est qu'il existe des entreprises de nettoyage. Sauf que les entreprises de nettoyage ne nettoient pas leurs locaux. Elles ne sont que des employeurs juridiques qui recrutent des salariés, qui les envoient ensuite sur le terrain pour nettoyer des chambres d'hôtel, des gares, des lits des chambres d'hôpitaux, etc., etc. Donc, et en fait, généralement, dans les entreprises de nettoyage, ce qu'on va retrouver, c'est principalement deux corps de métier. C'est les salariés d'exécution, donc des femmes de chambre, des femmes de ménage, des salariés du nettoyage, et des contremaîtres. Donc des gouvernantes, des chefs d'équipe et éventuellement des inspecteurs. Et pour revenir justement ce que tu disais tout à l'heure à juste titre, généralement quand un service comme ça est externalisé, comme tous les métiers, j'ai envie de dire, il y a quand même des risques liés à la santé, à la sécurité au travail, etc. Et comme c'est des métiers, notamment le métier de femme de chambre est un métier quand même particulièrement pénible, particulièrement physique, où les salariés sont beaucoup exposés à des accidents de travail, à des risques d'inaptitude, eh bien en fait, il y a quasiment pas d'offres de reclassement qui sont proposées à ces salariés-là. Et parce que finalement, dans leurs entreprises, chez leur employeur juridique, on n'a que des salariés du nettoyage et des gouvernantes. Pour le reclasser à un salarié, c'est très difficile. Et pareil pour l'évolution professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un plafond de verre qui est, il n'est pas simplement en verre. Là, pour le coup, il est en béton. Je veux dire, tu es femme de chambre, tu peux faire femme de chambre toute ta vie, ou au mieux devenir gouvernante et basta. Et donc, finalement, il y a deux risques. Un, une espèce d'hyper-spécialisation où il n'y a pas d'évolution professionnelle, ou finalement aussi, quand il y a des problèmes d'accident de travail ou de problématiques d'inaptitude et de reclassement, il n'y a pas de reclassement. Et donc, c'est des salariés qui sont simplement renvoyés de l'entreprise, licenciés, pour justement impossibilité de reclassement dans les entreprises. Alors qu'avant, justement, je n'ai pas envie de faire la vieille qui dit ah là là, dans le temps d'avant, il y a eu quand même aussi des problèmes avant, mais disons qu'avant cette hyper spécialisation et avant l'expansion de la sous-traitance, en tout cas de celle du nettoyage, on avait quand même ce mythe, j'ai envie de dire,
de la personne qui rentrait comme plongeur dans l'établissement hôtelier et qui finissait cadre de l'entreprise, parce qu'effectivement, il gravait des échelons, voilà. Et il passait d'un service à un autre, il était intéressé par d'autres activités dans le même établissement. Donc, il y a une évolution professionnelle. Et en cas de maladie professionnelle, d'accident de travail ou d'inaptitude, il y avait la possibilité de le reclasser dans un autre service et donc de lui garantir son emploi. Ce qui n'est malheureusement pas le cas avec cette sous-traitance où il y a une espèce d'hyper-spécialisation. Dernier point qui me semble aussi important, malheureusement, les donneurs d'ordre, en tout cas concernant le service d'hébergement, ils disent chercher en tout cas un savoir-faire et donc chercher des salariés qualifiés. Et malheureusement, les femmes de chambre ou les salariés supposés qualifiés, chez leurs employeurs juridiques, on ne leur reconnaît pas la qualification. Souvent, une femme de chambre, par exemple, qui travaille dans un hôtel 2, 3, 4, même 5 étoiles, elle se voit classée ASA 1. Donc, agent de service. Donc, c'est vraiment la première échelle des classifications dans la grille. Et donc, la qualification n'est absolument pas reconnue. Et le travail, la qualité de travail n'est absolument pas reconnue. Donc, d'un côté, on nous dit on externalise parce qu'on cherche un savoir-faire. Et de l'autre côté, l'employeur juridique, lui, ne reconnaît pas le savoir-faire justement de ces salariés-là. Donc c'est vraiment des problématiques auxquelles on est confronté de manière quotidienne malheureusement et on essaye à la fois sur le terrain de la lutte concrète dans le cadre des grèves, des actions quotidiennes, en fait, de soulever toutes ces problématiques et d'essayer d'obtenir la reconnaissance du travail, etc. Et pourquoi pas la fin de la sous-traitance. Et effectivement, devant les juridictions prud'homales et la cour d'appel, soulever des problématiques comme effectivement le travail dissimulé, le prélicite de main-d'œuvre, le marchandage. Malheureusement, les jurisprudences ne vont pas forcément dans notre sens, notamment ces dernières années. Mais en tout cas, c'est quand même des questions, effectivement, qu'on soulève. Et d'ailleurs, on a obtenu la fin de la sous-traitance dans 15 établissements hôteliers. Et on est très, très contents. Merci beaucoup et bravo du coup pour cette victoire. Ça fait aussi du bien de parler non seulement d'Emmanuel Macron, mais aussi de choses stimulantes, intéressantes et qui font plaisir autour de cette table. On arrive au moment de bientôt conclure cette émission. J'imagine que vous avez toutes et tous un peu quelques mots de la fin, dernière phrase que vous auriez envie de dire aux auditrices, aux auditeurs qui sont avec nous ce soir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur inviter soit à faire, à militer, agir, s'informer, réfléchir, poser des questions ? Valérie. Non, moi, ce que je voudrais, c'est pointer une contradiction quand on parle du travail. Dans la tradition philosophique, le travail a été alternativement pensé comme un outil de libération, un outil par lequel l'homme transforme la nature pour satisfaire ses besoins. Donc, quelque part, il se réalise lui-même, il se contemple dans le spectacle de sa propre activité. Et d'un autre côté, comme un outil d'aliénation. Donc ça, bien sûr, c'est la tradition marxiste. Et puisqu'on parle du salariat, le salariat est historiquement pensé comme ce qui masque l'extorsion de la plus-value. C'est-à-dire par ce philosophe, c'est-à-dire ce qui cache le temps de travail, le travail qui n'est pas rémunéré à l'ouvrier. Donc le salaire, parce qu'on a dit depuis tout à l'heure, le salaire, c'est ce qui fonde la protection des salariés, c'est ce qui fonde l'existence de garanties collectives, etc. Mais le salaire, c'est pas seulement ça. Ça peut être aussi pensé comme un facteur d'aliénation. Et qui masque en plus cette aliénation. Et d'ailleurs, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il ne va pas de soi que chacun veuille être salarié. C'est-à-dire que pour certains travailleurs, le statut d'indépendant est très attractif. Je l'ai dit, ils se disent j'aurai la liberté de mes horaires, je serai à mon compte, etc. Voilà, donc le salariat est parfois vécu comme emportant une forme de soumission. Voilà, et le statut d'indépendant comme la promesse d'une libération possible. Néanmoins, moi, ce que je voudrais dire, et l'idée que je voudrais faire passer, elle est dans la droite ligne de ce que j'ai tenté de développer tout à l'heure, c'est qu'il est fondamental de préserver un code du travail garant de l'ordre public social qui protège les plus faibles, de généraliser son application aux travailleurs qui ne sont pas à proprement parler salariés, mais qui remplissent les critères du salariat,
et qu'en aucun cas le Code du travail ne doit être utilisé comme un instrument au service de finalités économiques. J'ai montré tout à l'heure comment les conventions collectives d'entreprise étaient maintenant utilisées comme des outils de gestion, d'adaptation au marché. Ça va vraiment à l'encontre de l'esprit qui a présidé à la genèse de ces garanties collectives. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la conversion collective à la vision néolibérale de l'économie s'est accompagnée d'une démolition de l'idée de service public. Donc il faut à tout prix réarmer la main gauche de l'État, c'est-à-dire un État au service de l'intérêt général et du bien public. Donc, pour ce qui nous concerne, ce qu'on souhaite, nous, c'est avoir les moyens humains et matériels d'exercer nos missions. On souhaite que soient recrutés au moins 1000 agents sur 3 ans pour remplacer au moins les vacances de poste et les départs à la retraite. Mais bien évidemment, on demande plus généralement le doublement des sections d'inspection et des inspecteurs du travail qui puissent être sur le terrain. Voilà, pour nos revendications. Merci beaucoup. Thierry, une conclusion. Une conclusion. Moi, je me joins en fait à ce que tu dis en fait sur effectivement, tout ce que tu dis là, ça me semble effectivement être ce qui doit être effectivement porté, c'est-à-dire qu'on se débarrasse un peu de cette idée finalement de la liberté d'entreprendre, mais genre méga liberté d'entreprendre, quoi, en fait, avec zéro. Finalement, on masque complètement les rapports de domination et d'exploitation qui existent quand même dans la société, et où finalement le salarié est envisagé comme une espèce d'égal en fait à l'employeur. Les deux, en fait, finalement, je veux dire, par exemple, typiquement, voilà, la femme de chambre de l'hôtel Ibis et Sébastien Bazin, qui est le PDG d'Accor, sont finalement deux personnes complètement, égales et soumises exactement au même risque, etc. Je veux dire, ça me paraît quand même surréaliste. Et je pense qu'effectivement, il faut effectivement se battre pour un code du travail, comme pour un code du travail qui soit garant de la protection du salarié, en fait, et de ses intérêts. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on se batte aussi en fait contre la réforme de l'assurance chômage en fait, parce que vraisemblablement, malgré le contexte sanitaire qui est quand même juste affolant avec le lot de licenciements qui est là en fait, 168 licenciements au Westin Paris Vendôme, 250 licenciements au Méridien Étoile, 138 licenciements à Hyatt Étoile. Là vraiment, je parle que de l'hôtellerie pour le coup, mais voilà, 154 licenciements au Marriott Rive Gauche, etc. 770 licenciements chez le groupe Accor. Quand même, le groupe Accor qui a bénéficié d'un prêt garanti par l'État de 500 millions d'euros, mine de rien. Je veux dire, c'est quand même inadmissible qu'on ait trouvé l'argent pour payer pour indemniser les salariés en chômage partiel pendant la période de la Covid. Et aujourd'hui, en fait, on dit à toutes les personnes qui ont perdu leur emploi, on va en plus mettre en place une réforme assurance chômage et on va bafouer vos droits. Du coup, j'appelle tout le monde à venir, à rejoindre massivement la manifestation de samedi. Je pense que c'est un moment très très important. Il faudra rejoindre aussi en fait tous les camarades qui sont clairement sur le front de la lutte. Je parle notamment des théâtres occupés, mais également en fait des collectifs, des extras en fait et des salariés justement précaires de ces secteurs-là. Donc il faut vraiment en fait qu'on fasse front unis contre cette attaque, parce que c'est vraiment une attaque de taille. Et je pense que derrière elle, on va pas tarder à avoir la réforme de la retraite qui va pas tarder aussi à pointer le bout de son nez. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on soit mobilisés, qu'on soit unis dans la rue et dans les luttes. Et voilà. Et puis à rejoindre en fait les différentes micro-luttes qu'on voit par-ci par-là. Je parle notamment pour le coup de la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles qui dure depuis plus de 22 mois, la lutte des camarades de TUI contre leur licenciement, les luttes des camarades de Monoprix aussi en fait qui se battent contre toutes les saloperies que Monoprix met en place. Et d'ailleurs aujourd'hui je me félicite et je suis très très contente de la victoire de nos camarades à la cour devant la cour d'appel en fait
qui a relaxé les camarades et qui a clairement dit que leur action était complètement légitime, en fait, de mener des actions les samedis de la révolte devant les magasins Monoprix. Et les camarades postiers et postières, et les camarades notamment aussi de la mairie de Pont-de-Sèvres qui se battent aussi pour les régularisations, parce que la pandémie, en fait, a montré tout ce salariat invisibilisé, pour beaucoup aussi sans papier, qui pourtant est indispensable pour l'économie et qui pourtant est là au quotidien à travailler, qui malheureusement n'a pas la reconnaissance, ni même les papiers, ce qui permet une surexploitation en fait, de leurs conditions de travail, etc. Donc j'appelle vraiment tout le monde à se joindre à la manifestation de samedi, mais également à joindre toutes ces micro-luttes, parce que bien qu'elles soient micro-luttes, entre guillemets, toutes petites, eh bien, en fait, elles sont porteuses de beaucoup d'espoir, et les petites victoires, en fait, sont pour nous, en tout cas, des grandes victoires, parce qu'elles donnent de l'espoir dans la période, et elles donnent matière justement à s'appuyer, à se donner du courage et à aller de l'avant vers des victoires bien plus grandes. Merci beaucoup. Mathieu ? Je vais conclure encore en citant une dernière fois Yvon Gattaz, comme ça la boucle sera bouclée. Yvon Gattaz fait une proposition très intéressante. Il propose de changer la devise nationale, donc de remplacer liberté, égalité, fraternité, dont on considère que c'est un petit peu désuet, par l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et je trouve ça très intéressant, parce que au fond, ce qu'il propose, c'est que nous entretenions un rapport religieux à cette question de l'emploi, du plein emploi. Donc il faut y croire vraiment, et il faut tout faire pour aller vers l'emploi. Et évidemment, on voit bien les intérêts qu'il y a derrière, et d'une certaine manière, c'est un peu le résumé de ce qui s'est passé avec François Hollande, c'est-à-dire mettre tout son quinquennat politiquement, dire je vais retourner la courbe, vous me jugerez là-dessus, je serai candidat si. C'est un rapport dans lequel, finalement, l'emploi devenait un impératif catégorique, non réfléchi, et auquel on est prêt à sacrifier des moyens qui, au fond, étaient très graves, c'est-à-dire des 100 milliards d'euros de cotisations de perdus, des réformes du Code du travail incroyables. Donc, au nom de l'emploi, on commet des crimes contre l'institution qu'est l'emploi, qui est incroyable. Donc, je pense que, vraiment, moi, mon message pour toute la gauche, au-delà des militants de LFI, c'est n'ayons pas nous-mêmes un rapport religieux à l'emploi. Ne considérons pas que le plein emploi, c'est une fin en soi. Ça peut être le résultat d'une politique, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais gardons la tête sur les épaules, ayons un rapport rationnel à toute cette affaire, parce que sinon, on est au fond capable d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables au nom de cet objectif qui n'est peut-être pas si attractif que ça, enfin qu'il faut en tout cas considérer comme un moyen particulier. Et je rappelle une dernière fois, parce que ce que j'ai commencé à faire avec le graphique, qui était un peu difficile à commenter, dire qu'on n'a jamais autant travaillé. C'est-à-dire que depuis la fin des années 70, il n'y a jamais eu autant de proportion d'emploi, de personnes en emploi que aujourd'hui, avant le Covid, et ça c'est quand même un élément qu'il faut rappeler. Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Adrien Quatennens sur le fait que on nous sert des balivernes, et les prophètes de la fin de l'emploi nous servent des balivernes en nous disant que tout ça va disparaître. C'est exactement le contraire qu'on observe. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de personnes concernées par l'emploi qu'aujourd'hui. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête, et du coup faire très attention à ce qu'on fait, en particulier pour les droits des personnes qui sont hors emploi. Merci beaucoup, et on arrête ce jeudi du programme 100% Code du travail. Bien sûr, on s'arrête aussi pour éviter tout travail non rémunéré aux camarades de régie, dont aucun n'a été maltraité par le grand patronat au cours de cette émission. Jeudi prochain, on se retrouve autour de la question du logement, notamment l'enjeu du droit à un logement digne, sûr et accessible, avec notre eurodéputée Laïla Chaibi. Excellente soirée, et il vous reste 38 minutes d'ouverture des bars. À bientôt.